Hello à tous, salut Alexandre. Allô? Alors, normalement, on est en live, n'hésitez pas à nous dire si le son, la vidéo, tout est OK. Parce que je sais qu'Alex, il me taille souvent pour la qualité de mon micro, donc là, Ah, qualité normalement, on a audio, fait là. les efforts pour. On veut une qualité studio, quoi. Donc, c'est pour ça, toi, sinon les gens se sentent pas respectés, hein. Alors, de toute façon, il y a eu pas mal d'inscrits, donc on va laisser les gens se connecter. Il y a eu plus de 180 personnes inscrites. OK, pour Florent et Karine, merci beaucoup. La qualité du son est là. Mais trop cool, en tout cas, de faire ce live ensemble avec Alexandre. La dernière fois, ça fait bien un an et demi, je crois qu'on avait fait le dernier live sur le copywriting. Ouais, t'as raison, ça fait un an et demi, ouais, ça fait un petit bout. Donc, ça fait plaisir de pouvoir refaire ça et puis surtout d'update par rapport aux évolutions du marché, hein, qui amènent forcément à avoir des changements par rapport à l'année dernière, où l'IA était moins présente qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, clairement. Et c'est vrai que ça, c'est cool. On aime bien avec Alexandre se refaire des. On en fait nous deux aussi, mais le refaire et le partager sur une nouvelle technique du copywriting parce que ben, ça évolue constamment. Ce qui marchait il y a 3 mois ne fonctionne plus 3 mois après. Donc imaginez-vous qu'au bout d'un an, il y a vraiment pas mal de choses qu'on doit modifier, même si on va vous le montrer, les bases restent quand même les mêmes et un bon email continue à performer quand on respecte quand même les bases, hein. Mm. Euh, Trop cool. Mais n'hésitez pas à nous dire aussi, on aime bien savoir. Enfin, moi, j'aime bien savoir aussi d'où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous venez, dans quelle boîte vous travaillez et tout. Donc, n'hésitez pas. L'objectif, pareil, que ça soit le plus interactif possible. On a prévu des petits ateliers avec Alexandre, notamment à la fin. On analyse des emails de personnes qui nous ont contactés sur LinkedIn et on pourra même faire passer en live, monter sur scène, du coup, s'il y a des volontaires pour analyser directement, du coup, les emails. Replay payant, exactement, c'est 10 euros par replay, Alexandre. Je vais Ah, vous 10 euros, envoyer. t'as cru que c'est les soldes, quoi, là? C'est pas la brocante, là. On est plutôt sur 200, 300 balles. Donc, il faut rester en live, hein, parce que sinon, Flavien, faut bien qu'il puisse se payer des bails, hein. Faut le Il y rétribuer a, de temps il y en a du temps. monde de partout. Florent, t'es de Corse. Eh ben, moi aussi, je suis à Bastia. Donc, donc c'est bon. On n'a pas le soleil en ce moment, mais bon, malheureusement. Il y a du monde. Mais trop cool, il y a commencé à avoir pas mal de monde. Il y a du monde de toute la France, ça c'est cool. Mhm. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Euh, Déjà, avant de commencer du coup ce live, on peut se représenter, pourquoi on fait ce live aujourd'hui et pourquoi on est légitime du coup de le faire. Alexandre, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je te laisse te présenter, nous dire un peu ton parcours, ce que tu fais et quelles sont tes activités maintenant. Ouais, bah, je suis spécialisé sur les sujets de copywriting, de messages de prospection et aussi de tout ce qui va être lié au landing page, donc toi, le copywriting de landing page B2B. Je travaille principalement avec des boîtes tech, toi, donc des boîtes comme Spendesk, Captain Data, Pledzi, voilà, enfin, Silver, enfin, vous avez qu'à regarder le website à chaque fois que j'essaie de les citer, toi, il y a trop de boîtes. Et du coup, bah, j'accompagne mes clients principalement sur ces sujets copywriting pour aider leur équipe sales à mieux performer avec les leviers de prospection, donc que ce soit par email, LinkedIn ou même sur des leviers offline. Et donc l'objectif, c'est de leur permettre d'avoir plus de retours en prospection en améliorant la qualité de leur message pour faire en sorte qu'ils puissent avoir du coup plus de réponses et donc déclencher plus de discussions et d'échanges avec leurs prospects. Euh, Trop bien. Et de mon côté, du coup, moi j'étais head of growth chez Faro pendant un peu plus de 2 ans et maintenant, du coup, je me suis lancé à mon compte. J'ai monté une agence de prospection qui s'appelle Let's Grow où on aide du coup les entreprises sur deux aspects. Soit sur la partie externalisation, on va faire des campagnes email, LinkedIn, call pour les aider du coup à aller chercher les parts du marché et générer des rendez-vous qualifiés. Ou aussi sur la partie formation, on va les former aussi sur toutes les techniques de prospection, que ce soit des équipes sales, growth ou des fondateurs en direct pour qu'ils aient du coup les bonnes pratiques pour aller chercher un maximum de résultats. Et du coup, sur le webinaire, bien entendu, on continue, c'est avec Faro, du coup, comment on le fait, qui est Faro, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la solution pour créer des listes ultra qualifiées. Et ben, c'est pile dans le thème du copywriting, parce que le copywriting, c'est la deuxième étape. Mais si on n'a pas une liste ultra ciblée avec les bons personas, les bonnes ICP, on peut avoir le meilleur copywriting du monde, on tape à côté de la table, donc on n'aura pas de résultat. Pour commencer du coup ce webinaire, pourquoi le copywriting reste une arme létale? Alexandre, pourquoi pour toi le copywriting ça fonctionne toujours et pourquoi le cold email n'est pas mort en 2025?
Bah, parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu sais, qui ont switché uniquement sur la partie cold call parce que, toi, tu peux avoir plus de facilité avec la partie cold call. Le problème, c'est que certaines boîtes n'ont pas toujours le luxe de pouvoir capitaliser uniquement sur la partie cold call, notamment quand tu as des marchés qui sont assez petits ou bien que tu travailles, tu vois, avec une liste de comptes clés. Et donc, dans ce cas-là, tu es obligé de maximiser tous les touch points que tu peux utiliser, donc que ce soit par email, sur du physique ou autre. Et donc, la partie email dans le contexte actuel, est encore plus importante qu'avant. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est plus facile. C'est plus difficile qu'avant parce que du coup, les boîtes mail sont saturées, quoi. Et donc, il faut faire plus d'efforts pour pouvoir sortir du lot. Et donc, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Ou bien les gens abandonnent et essayent d'aller sur d'autres leviers pour pallier au problème. Donc, comme je disais sur la partie call call. Mais quand on cherche à maximiser ses résultats, tu vois, par exemple, si tes prospects ne décrochent pas au téléphone, tu peux pas te dire, vas-y, on s'en fout, je les mets à la poubelle. Parfois, tu n'as pas toujours le luxe de pouvoir mettre à la poubelle tes prospects, donc tu vas être obligé d'aller retravailler ces prospects-là et de faire en sorte de pouvoir réussir à déclencher des discussions avec elles. Et l'autre point, c'est que du coup, ce qui génère aussi plus de difficultés sur la partie mail, c'est la partie IA, où aujourd'hui l'IA a un peu nivelé le niveau de tous les messages. C'est-à-dire qu'il y a plus autant de disparité entre les messages qui étaient très mauvais et des messages qui étaient corrects. Aujourd'hui, la plupart des messages sont corrects parce que l'IA peut sortir des trucs relativement corrects. Et donc, du coup, sous-entendu, ce qui est correct est devenu pour moi ce que je vais appeler le nouveau médiocre, c'est-à-dire le nouveau niveau qui correspond au plus bas level qu'on peut avoir sur la partie outreach. Et donc, du coup, sous-entendu, ça nécessite que si vous le faites humainement, il faut faire mieux que l'IA, donc il faut faire plus d'efforts qu'avant pour réussir à démontrer au prospect que ce n'est pas un message IA et que c'est un vrai truc sur lequel il peut s'engager. Ouais, clairement. Comment va se dérouler le webinaire? Déjà, on va reprendre la base. Quelles sont les 5 étapes pour réussir sa prospection? Quelles sont les étapes à respecter, du coup, pour passer d'un email envoyé à un rendez-vous qualifié? Ensuite, on va aller, du coup, dans le concret. Quelles sont là les structures d'un bon call d'email en 2025 à respecter? Pareil, c'est pas exhaustif, vous allez le voir. On regarde des contenus, il y en a 150 structures différentes, mais c'est celle qu'on utilise le plus, nous, avec Alexandre. Ensuite, on va parler bien entendu de l'IA dans le copywriting. Est-ce un outil ou une menace? Comment l'utiliser? Que faire? Que ne pas faire pour garder du coup les meilleurs emails possibles? Quatrième point, du coup, quelles sont les bonnes pratiques plus les erreurs fréquentes qu'on voit sur les calls d'email. Et ensuite, on va aller dans les concrets avec 3 exemples d'emails qui cartonnent, 3 exemples d'emails qui sont totalement différents. Et puis, pour finir, un petit atelier en live. Donc, on a analysé vos emails en live. On a sélectionné notamment un email de quelqu'un qui nous avait contacté du coup sur LinkedIn suite à un post LinkedIn qu'on avait fait. Et ensuite, on pourra même faire passer sur scène directement des personnes qui voudraient pour qu'on analyse en direct les emails, en étant bien entendu toujours bienveillant pour essayer que vous ressortez avec le maximum de feedback. Donc, pour commencer, quelles sont les 5 étapes d'une prospection performante, Alexandre? Ouais, du coup, ça va être ce que je vais appeler, on va dire, le parcours escalier. Donc, en gros, premier objectif que vous allez avoir en prospection aujourd'hui, ça va être simplement le fait d'obtenir une réponse de votre côté. Que ce soit une réponse négative ou positive, ça n'a pas forcément d'importance dans un premier temps. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir une réponse. Parce que le pire pour vous, ça va être de ne pas obtenir une réponse de la part du prospect. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de retour, vous ne savez pas forcément ce qui bloque, vous ne savez pas forcément du coup comment vous pouvez éventuellement traiter une objection. Et donc, c'est le pire point d'entrée, quoi. Donc au départ, on ne cherche pas à booker directement un meeting avec le prospect, on cherche à obtenir un rendez-vous. Ok, tac, alors je vais vous passer sur l'autre. Donc ensuite, la seconde étape, hein, comme je vous disais, l'objectif, c'est pas forcément d'aller tout de suite booker un rendez-vous sur une démo, etc. Là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer de proposer un rendez-vous intermédiaire au prospect, mais qui ne soit pas forcément relié directement à votre produit. C'est-à-dire comment vous pouvez amener un rendez-vous avec le prospect qui puisse être peu engageant pour lui et du coup qui peut du coup l'inciter plus facilement à échanger avec vous. Donc pour vous donner un exemple là-dessus assez classique, imaginons que Flavien demain essaye de vous prospecter, il aura plus d'opportunités de rendez-vous avec vous s'il arrive vers vous avec tiens, j'ai accompagné telle boîte, on a eu tel résultat, je sais pas si ça peut être utile, mais je peux te montrer ce qui a été déployé, peut-être que ça vous donnera des billes sur X, Y, Z pour essayer de répliquer certaines mécaniques, quoi. Donc là, en fait, à ce stade-là, il a même pas présenté ce que faisait son agence, etc. Mais du coup, ce rendez-vous va permettre d'avoir un premier point d'étape avec le prospect. Et s'il voit que suite à ce premier rendez-vous, il y a un vrai intérêt
et du coup, ça vaut le coup d'aller plus loin. Là, il va être en mesure du coup de proposer une next step et de creuser un petit peu plus loin avec vous si on voit qu'il y a de l'intérêt. Donc Clairement. ensuite, Et il y a aussi l'en- sur cette partie-là, Alexandre, je pense créer un lien de confiance, qu'on parle beaucoup actuellement, la partie ouais, setting qui est beaucoup sur LinkedIn, mais qu'il ne faut pas négliger aussi par email. Parce que tu viens de répondre, bon, sur LinkedIn, ça c'est sûr qu'il faut faire du setting, enfin, faut être très conversationnel, s'intéresser beaucoup à votre prospect avant de proposer un rendez-vous, même par email. Euh, Vous allez avoir des réponses, oui, pourquoi pas échanger, etc. Mais le pourquoi pas échanger, ben, le rendez-vous, il sera souvent très peu qualifié, etc. Donc, reposer des questions, faire un peu même comme du setting par email. Moi, ce que j'aime bien, c'est envoyer des looms, une petite vidéo. Peut-être je vous fais une petite vidéo suite à votre réponse pour vous montrer ce que l'on peut faire, etc., ce qu'on a déjà travaillé. Est-ce que du coup, il y aura un vrai intérêt de votre côté? Ça permet vraiment, comme dit Alexandre, même de pallier peut-être des fois à ce premier appel en faisant un peu du coup de setting comme ça et d'échange pour valider le rendez-vous avant d'obtenir du coup la troisième étape. Ouais, ouais, bah, ça, c'est d'autant plus, vrai sur la partie LinkedIn qui est plus adaptée à cette brique conversation. Donc sur LinkedIn, vous l'objectif numéro un, ça va être d'avoir une réponse et après d'essayer de déclencher un peu une discussion pour, creuser sur différents points et rapidement essayer de caler une next step si on voit que ça a du sens et que du coup, que ça peut, avoir de l'intérêt, pour le prospect d'avancer, quoi. Et à partir du coup de l'étape 2, là, ça va être plus facile pour vous quand vous avez eu un premier échange, d'aller proposer une vraie première étape d'appel qui va être orienté plus sur l'aspect commercial. Et donc là, on arrive du coup après sur les étapes classiques avec uniquement la partie closée et la partie fidélisation et referral, quoi. Donc ça, c'est les parcours classiques en prospection. Donc la leçon à retenir dessus, c'est que n'essayez pas de tout de suite booker un meeting avec le prospect. Dans un premier temps, essayez déjà d'obtenir une réponse. Et à partir du moment où vous avez un retour, là, vous allez être en mesure de voir est-ce qu'il y a un intérêt et du coup, je peux avancer assez vite avec le prospect, ou bien au contraire, c'est quelqu'un qui est assez peu convaincu par rapport à ce que je propose, qui est pas très ouvert à avancer. Et donc là, il va pas falloir que je sois trop bourrin parce que sinon, ça risque de braquer le prospect et donc de bloquer la suite des interactions. Clairement. Ah merde, Euh, excuse-moi, hop. Ouais, quelle est du coup la structure, les structures même, parce qu'il y en a plusieurs, d'un bon cold email en 2025? Avec Alexandre, on va vous en montrer deux structures différentes. La première, Alexandre, je te laisse la présenter. Ouais, alors c'est déclencheur problème solution call to action. Donc c'est la structure que je recommande à la plupart de mes clients au départ. Donc quand vous ne maîtrisez pas cette structure, ça sert pas forcément grand chose à mon avis d'aller sur des trucs plus exotiques et du coup vous risquez de vous perdre. Donc ça c'est bien de la maîtriser dans un premier temps et dès que vous commencez à être à l'aise et que c'est devenu un peu une seconde nature, là vous allez pouvoir un peu tester différents trucs et un peu plus vous émanciper de cette partie. Donc pour vous expliquer le schéma. Donc la première partie, c'est la brique déclencheur. Donc c'est justement ce qui va vous différencier par rapport à des messages de prospection très classiques qu'on va pouvoir associer à du spam. C'est qu'en fait, la plupart des messages de prospection classiques n'ont pas de bonnes raisons de contacter le prospect. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans votre inbox et en fait, on ne voit pas pourquoi on reçoit ce message-là maintenant, pourquoi on ne l'a pas reçu il y a 2 semaines et pourquoi on ne l'a pas reçu 6 mois plus tard. Donc pour casser cet aspect trop générique sur l'approche, on va utiliser du coup ce que j'appelle un déclencheur, qui est un événement spécifique dans votre vie ou bien dans celle de votre prospect, qui vous permet de justifier votre approche et aussi de la contextualiser, quoi. Donc ça permet de donner le sentiment au prospect qu'il ne reçoit pas ce message-là par hasard, et s'il le reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison tangible par rapport à ce que vous avez pu faire ou par rapport à ce qu'a pu faire le prospect qui vient justifier votre prise de contact. Donc ça vous permet du coup de bien démarrer votre message. À partir de ce moment-là, vous pouvez enclencher sur la partie problème, où là on va essayer de mentionner un problème précis qui est rencontré par le prospect et donc sur lequel il va pouvoir connecter. Parce que même si j'ai une bonne raison de le contacter au départ, il faut que j'arrive assez rapidement à justifier pourquoi tu devrais continuer à lire ce message et du coup, est-ce qu'il y a vraiment un truc pour toi dedans. Donc le fait de citer un problème qui peut connecter avec le prospect, ça permet de capter un petit peu plus son attention. Et à partir de ce moment-là, on enchaîne sur la partie solution. Donc la partie solution, là, je vais mettre en avant un teaser de ma solution ou une proposition de valeur qui est en lien avec le problème que j'ai mentionné juste avant. Et je termine avec le call to action qui va être une question peu engageante, qui n'a pas pour objectif, encore une fois, d'aller booker un rendez-vous, mais qui est plutôt là pour jauger l'intérêt du prospect par rapport à ce que je lui ai raconté et par rapport à ce que je lui propose. Donc ça me permet de voir, voilà du coup ce que je peux vous mettre sur la table. Et du coup, vous, prospect à ce stade-là, est-ce que c'est un truc qui pourrait connecter ou bien c'est pas du tout en lien avec vos priorités actuelles? Donc, vous voyez, du coup, sur ce type de questions, je vais pas lui demander un meeting. Là, je vais plutôt lui demander un intérêt pour voir, OK, bah, voilà ce que je peux, moi, vous proposer à date. Est-ce que ce truc-là, voilà, ça a du sens ou bien finalement, c'est pas forcément un truc qui connecte très fort avec votre situation. Et en fonction du coup de retour, là, je vais pouvoir ensuite proposer une next step si je vois que c'est pertinent ou bien répondre à une objection si je vois que le prospect a quelques questions ou bien il y a des bloqueurs qui l'empêchent de passer à la next step avec moi. Yes.
Deuxième email là-dessus, moi que j'utilise aussi pas mal, qui va être du coup déclencheur, intérêt, solution, call to action. Comme l'a dit Alexandre, l'objectif de cet email-là, c'est qu'une fois le déclencheur, on va continuer à utiliser l'intérêt pour être sûr que le prospect du coup soit bien dans l'email et aille jusqu'au bout. Donc là, un exemple pour celui-ci, du coup, c'est un exemple que j'avais corrigé sur lequel du coup je vends une entreprise vend du coup des optimisations de profil LinkedIn. Donc on va commencer du coup là. Hello, l'objet très simple, question LinkedIn. C'est juste pour aller chercher une ouverture. Et ensuite, le déclencheur, ton profil LinkedIn est déjà très solide. Bravo pour le lancement de ton agence. Là, l'objectif, c'est de faire un test breaker vraiment personnalisé. Vous allez contacter, si vous êtes une agence LinkedIn, du coup, des personnes qui sont actives sur LinkedIn. Parce que l'objectif, c'est d'optimiser leur profil de quelqu'un qui essaie déjà de faire de LinkedIn une stratégie d'acquisition et un canal d'acquisition. Donc là, maintenant, que ce soit à la main, ça vous prend beaucoup de temps. Même avec l'IA, vous pouvez très facilement faire des trucs qui sont assez smart et en tout cas personnalisés suivant ce qu'il a sur LinkedIn et ce qu'il fait sur LinkedIn. Et derrière, on va continuer avec l'intérêt. Mais si tu continues à poster avec cette régularité, il y a moyen d'en faire une vraie machine à lead. Des personnes qui vont utiliser LinkedIn comme canal d'acquisition, en tout cas qui vont poster régulièrement, souvent à 95%, sauf s'il va être influenceur LinkedIn, c'est pour derrière aller chercher du coup du business, aller chercher du coup des prospects qualifiés de ce canal-là. Donc, en parlant de ça, je vais attirer du coup l'attention de mon prospect et derrière, je pitch ma solution très rapidement. On repère souvent d'autres optimisations simples que les entrepreneurs oublient et qui changent tout en termes de visibilité et de conversion. Call to action, est-ce que je veux te partager ça en 15 minutes? L'objectif, c'est un peu presque lead magnet, du coup d'apporter de la valeur et de dire j'ai 15 minutes et je te dis les 2-3 optimisations à faire, montrer ton expertise pour que derrière la personne achète ta prestation. Donc, une autre structure aussi, mais qui est pas mal et moi que j'aime bien à utiliser du coup en ce moment parce que les gens ils ont besoin vraiment d'être entraînés dans l'email, d'être rassurés, donc vraiment appuyer sur l'intérêt pour que ensuite la personne voie entièrement ton email, regarde ta proposition de valeur et que ça l'intéresse. Une fois qu'on a vu ces deux différentes structures d'email, on va parler bien entendu de l'IA dans le copywriting. Est-ce qu'il y a un outil, une menace, comment l'utiliser, ce que l'on fait nous avec Alexandre. Déjà, il faut savoir que l'IA dans le copywriting, l'erreur que l'on voit très fréquemment, c'est de déléguer 100% du message à ChatGPT. On écrit notre cible, on leur dit rapidement les pains que peuvent avoir les personnes, etc. Et on demande à ChatGPT de me faire une séquence de 4 emails entières, etc. Le problème, comme l'a dit Alexandre, c'est que c'est pas du tout mauvais. Hein. Au contraire, hein, attention, l'IA est de plus en plus performante, etc. Mais c'est vraiment assez générique, assez lisse. C'est-à-dire que votre email, il va pas se différencier des autres emails que vous allez recevoir. Il va peut-être être pas trop mauvais, mais il n'aura jamais un résultat incroyable. Vous aurez toujours du coup quelque chose qui fonctionne, mais qui n'est pas exceptionnel. Et encore, des fois, ça ne fonctionne pas. Hein. Ça dépend vraiment du coup de comment vous avez rédigé le prompt, etc. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une erreur là-dessus. La bonne approche, moi que j'utilise en tout cas, c'est vraiment d'utiliser comme un accélérateur. Je vais rédiger mon email ou du coup mon idée, etc. Et il va m'aider sur des parties précises que l'on va voir après. Mais après vraiment une réflexion humaine, avoir travaillé sur le ton, avoir travaillé vraiment en préambule, ce qui permet vraiment d'avoir une touche qui est spécifique et d'avoir cet objectif-là que quand le prospect reçoit mon email, c'est le premier email de ce genre qu'il reçoit, ou en tout cas, il paraît unique l'email, qui se différencie des autres. Et ça, en faisant que du 100% de cette GPT, en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais réussi à le refaire. Toi, du coup, quel est ton avis, toi, là-dessus, Alexandre? Comment tu utilises l'IA? Est-ce que tu l'utilises d'ailleurs? Je pense que oui, un peu quand même. Ouais, bah, c'est. Après, tu vois, le problème de l'IA, comme tu as dit, c'est que du coup, si tu lui laisses trop la main, par exemple, j'ai vu un ricain hier, tu vois, qui s'était fait prospecter par une boîte, du coup, qui faisait de l'IA, quoi. Il était là en mode, ah putain, trop bien le message, machin, blabla, etc., toi. Et en fait, moi, je suis arrivé dans les commentaires et je dis, mais ce message, c'est justement du spam, quoi. C'est un truc éclaté, tout pourri, quoi. Il trouvait ça bien parce qu'il y avait des éléments de personnalisation, toi. Sauf que les éléments de personnalisation n'étaient pas hyper intéressants parce que tu sentais déjà sur les tournures, c'était bizarre. Et en fait, c'est ça qui permet l'IA plus facilement aujourd'hui, c'est que ça va te permettre, tu vois, d'aller choper des infos, enfin, de donner un semblant de personnalisation à tes messages. Sauf qu'en fait, sur le reste du message que le mec a partagé, toi, tu sentais que la connaissance du prospect était très faible. C'est-à-dire que tu vois, le problème qui était cité était hyper générique. Enfin, toi, donc ça remplace pas non plus la connaissance client qu'on peut avoir sur le terrain, parce que du coup, l'IA a pas forcément le même knowledge que vous sur c'est ce qui peut se passer en réalité, quoi. Et encore une fois, nous, le but, c'est pas forcément de se contenter de l'IA, parce que du coup, l'IA, ça ressemble à tout ce que les prospects ont l'habitude de recevoir aujourd'hui, quoi. Et donc, à partir du moment où tu reçois
les mêmes messages, les mêmes structures, les mêmes trucs, avec les mêmes gimmicks un petit peu, tu vois, les mêmes mécaniques utilisées, tu vas associer ça à du spam. Et donc, du coup, ça va moins performer avec le temps. Donc, il y a toujours besoin d'essayer d'avoir un temps d'avance pour se différencier par rapport à ce que fait la masse. Donc, si aujourd'hui la masse, elle est plutôt orientée sur l'IA et tu laisses la main de A à Z à l'IA pour te construire tes messages de prospection, tu sais que globalement, tu es en train de niveler par le bas et du coup tu risques de te noyer dans la masse et donc ça peut marcher tu vois, sur des prospects qui sont pas beaucoup sollicités, mais dès que tu arrives sur des boîtes qui ont l'habitude de recevoir des messages de prospection, ça va être beaucoup plus dur de les engager avec ça parce que ils vont recevoir la même chose de tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça, tu vois, l'IA, ça peut être un bon truc pour travailler, tu vois, tes accroches, mais il faut donner un cadre en fait à ton IA. Donc toi, ça remplace pas la vraie connaissance de fond, parce que l'IA parfois peut te proposer un truc qui est tout pourri. Et donc en fait, si tu n'arrives pas à la guider pour dire ok, non mais ça c'est pas bon, là c'est trop pushy, là c'est pas comme ça, bah en fait tu vas pas pouvoir l'amener sur le terrain que tu veux, et donc du coup il va pas te faire des bonnes propositions. Donc toi c'est un bon assistant. Mais je suis pas encore convaincu moi, par la capacité de l'IA à t'automatiser tout de A à Z, sauf si tu es sur un marché, sur des prospects qui sont faciles à convertir, ou bien sur un marché qui est énorme. Et donc, même si tu n'as pas des énormes taux de retour, tu peux justifier l'utilisation de l'IA parce que tu te dis de toute façon, j'ai un énorme volume derrière que je peux traiter et qui se renouvelle suffisamment dans le temps pour que je puisse spammer entre guillemets mon marché, quoi. Mais quand tu as un petit marché qui se renouvelle pas beaucoup, tu peux pas te permettre de te griller, tu vois, au bout de 2-3 mois, la totalité de ton marché, parce que tu vois, tu as voulu envoyer une énorme masse de messages, mais du coup, la performance que tu as ne te permettra pas de durer dans le temps, quoi. Donc, toi, il y a aussi des arbitrages à faire pour regarder dans quelle situation c'est pertinent et dans quelle situation, du coup, il faut plus l'utiliser comme un assistant et pas lui déléguer la totalité. Clairement. Des exemples de la différence du coup, des étapes du coup de la création d'un message, ce que nous on conseille de faire à la main et sur quoi l'IA peut vous aider. Nous sur la première partie du coup les recherches de pain point, de problématiques du coup de vos clients. Plus important, c'est que toi, tu connaisses par cœur du coup ton ICP. Le mieux, c'est si tu as fait des calls, tu as échangé avec des prospects ou des clients, etc. Sur quelles sont leurs problématiques, comment ils utilisent ta solution, etc. Qu'est-ce que ça leur apporte. Ça, c'est vraiment le plus important, etc. Et ensuite, une fois que toi, tu as vraiment cette connaissance très approfondie, il va pouvoir t'aider à reformuler ou à valider certaines tournures de phrases, certaines pains, comment tu l'as mise en avant. Lui va t'aider à peut-être le mieux le rédiger, etc. Mais ta connaissance marché et de tes prospects est primordiale en préambule. Deuxième point sur la construction des messages, c'est pareil. C'est important, toi, que tu poses l'angle, le ton, la structure de ton message. Que déjà, quand tu appelles une structure qui est logique, ce que l'IA va sûrement pas faire s'il rédige ton message classiquement, et que toi, tu aies choisi du coup quelle chose tu veux mettre en avant, pourquoi tu veux mettre en avant cet usage de ton produit ou ce bénéfice de ton service plutôt qu'un autre, etc. Et lui, il va vraiment t'aider. Et moi, j'utilise pas mal pour générer des variations, soit pour l'A/B test, ou alors parce que tu n'es pas convaincu de cette partie-là. Et du coup, en te faisant 5, 6, 10 variations, il y en a une que tu vas dire, celle-là, je la trouve vraiment pas mal. Et ça va vraiment t'aider du coup à affiner, à construire ton email. Troisième étape, pareil, sur l'optimisation du copywriting. Moi, je trouve que très important, on avait ce débat-là avec Alexandre et on était d'accord du coup sur la pertinence émotionnelle de ton email. En fait, la chose du coup avant d'envoyer un email, c'est de se l'envoyer à soi-même, de se le relire et de se mettre à la place de son prospect et dire est-ce qu'il m'apporte quelque chose, est-ce qu'il me marque, il me touche, ou en tout cas, est-ce que ça me fait quelque chose. Sinon, si l'email, tu dis bon, ouais, il est pas trop mal, mais on va l'envoyer, bon, mais c'est-à-dire qu'il est mauvais et que tes prospects, ils vont pas répondre. Si même toi, qu'il a écrit, tu n'es pas sûr et ça ne te fait pas quelque chose quand tu le reçois, tu ne dis pas, tiens, il est vraiment bon. Franchement, c'est l'email, il est à retravailler. Et ça, l'IA, il ne pourra vraiment pas t'aider là-dessus à vraiment avoir cette pertinence et se mettre de l'émotion comme ça dans un email que tu ressentes. Par contre, il va t'aider à raccourcir, corriger les fautes, aérer, etc. Ça, moi, je l'utilise, bien entendu, pour tous les emails. Ça, c'est vraiment une vraie aide. Et pareil sur la partie A/B testing. C'est important que toi, tu aies ce recul-là, que tu connaisses comment fonctionne un email et que tu connaisses les variables que tu veux tester. Est-ce que ce sera le déclencheur? Est-ce que c'est le CTA? Est-ce que c'est ton pain, etc. Ne donne pas tout à l'IA parce que même si tu as beaucoup de stats, etc., de data, il va pouvoir t'analyser pour toi, mais il n'aura pas forcément la même pertinence. Mais par contre, une fois que toi, tu sais ce que tu vas B tester, etc., il va être très, très intéressant pour te proposer des alternatives et t'aider vraiment dans la B test où toi, tu auras peut-être un peu moins d'imagination, de créativité que lui peut avoir. Un exemple concret de l'IA dans le copywriting, bon, je pense que vous l'avez déjà tous testé, mais par exemple, là, c'est une cible qui, du coup, il s'adresse du coup aux entreprises qui recrutent des commerciaux dans le BTP, un cabinet de recrutement, par exemple, et on demande à l'IA, du coup, de rédiger, du coup, 3 accroches pour une cible qui galère à recruter des commerciaux dans le BTP.
Donc, à gauche, c'est typiquement, si on s'est fait avec ChatGPT, du coup, les résultats que l'IA va vous donner. L'accroche, bonjour Flavien, vous cherchez toujours le bon commercial pour le terrain. Bonjour Flavien, recruté dans le BTP de la mission impossible. Bonjour Flavien, et si vous arrêtez de chercher des commerciaux pour en faire membre. Bon, les accroches sont passables, mais ça, voilà, il n'y a rien de très pertinent, ça sent l'IA, etc. Et c'est la problématique. Donc, en fait, même si lui va t'aider à t'en générer 10, toi tu vas en choisir une, derrière tu dois vraiment la retravailler avec des mots de terrain, là pour le BTP, chef de chantier, prospection terrain, etc. Utiliser un maximum de vocabulaire que j'utilise et du coup d'avoir un ton plus direct, par exemple, moins marketeux, là pour la cible du BTP, c'est très important de parler et d'écrire comme eux ils parlent parce que ça va beaucoup plus les impacter et de contextualiser aussi ton accroche parce que eux ils vont pas trop contextualiser, etc. De dire pourquoi tu leur demandes poser cette question-là parce que tu as vu qu'ils recrutaient ou alors, etc. Tu as vu que sur le Compton Eagle, ils avaient 2 annonces de recrutement, etc. L'IA va pas te le faire, sauf si tu lui demandes. Mais du coup, d'avoir cette approche-là, toi, c'est vraiment important parce que ça va faire la différence entre une bonne accroche et une accroche qui est très moyenne. Bah, du coup, Quatrième je partie, reviens, quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs fréquentes que l'on voit du coup dans les emails, Alexandre? je reviens sur les questions du chat, parce que du coup, il y a Ah, j'ai pas Marie-Caroline vu, ouais. et Hervé qui ont posé quelques questions justement par rapport à la partie personnalisation. Donc, en gros, Marie-Caroline met en avant que au stade de la prospection, la connaissance client est par définition du coup très faible. Et donc, du coup, tu vois, c'est difficile de pouvoir personnaliser. Alors ça, c'est plus, tu vois, une question de ciblage. Et donc là, du coup, le Faro pourrait aider. Mais tu peux, c'est à toi, tu vois, d'identifier les patterns chez les boîtes que tu veux adresser. C'est-à-dire que oui, il y a plein de subtilités que tu vas découvrir au moment où tu auras ton premier appel. Sauf que tu peux pas partir de l'idée que vas-y, je connais strictement rien du prospect et de cette catégorie de marché-là ou de cette industrie-là. Donc, je vais arriver avec une approche hyper générique. Tu es obligé, tu vois, d'identifier des éléments que tu vas pouvoir relier à des situations qui vont te permettre de faire, on va dire, des paris, parce que tu sais que le prospect qui est dans telle situation, généralement, tu vas avoir tel signaux derrière qui peuvent t'aider à identifier ce type de situation. Donc là, du coup, ça peut te permettre d'être plus pertinente sur ton approche au départ, parce que sans même avoir besoin d'échanger avec le prospect, tu vas quand même réussir à détecter des problèmes de l'extérieur. Et vous aurez du coup un exemple tout à l'heure, là, vous allez voir avec les exemples de messages de prospection. Donc la vraie personnalisation, après, elle va venir à partir du moment où tu auras ton premier appel avec le prospect pour mieux comprendre sa situation. Mais au départ, tu es quand même obligé de lui montrer que tu es pertinente et que tu as pu identifier des éléments chez eux qui peut t'amener à penser qu'il y a un sujet sur X, Y, Z. Et à partir de ce moment-là, là, ça peut t'aider du coup à avoir une première interaction et du coup ensuite creuser sur des next steps et faire une vraie proposition commerciale personnalisée à partir du moment où tu as vraiment compris ce qui se passait au sein de cette boîte et du coup voir ce qui pourrait être pertinent en termes d'accompagnement ou de produits pour t'adapter à la situation. Ouais. Mais donc Il y a même deux choses, je pense, là-dessus, c'est que Marie-Caroline parlait du stade de la prospection, la connaissance est très faible. Ça dépend en fait, parce que vous pouvez être au stade de la prospection, toute entreprise prospecte ou 95% d'entreprises prospectent qu'ils aient un client ou 50 000 clients. Donc, en effet, si vous lancez votre boîte et que vous n'avez pas vos clients, pas encore de clients et que vous cherchez du coup à prospecter, comme l'a dit Alexandre, soit il faut imaginer, essayer avec des internes de prendre la bonne approche, ou sinon, quelque chose qui est très simple, c'est interroger du coup vos prospects. Vous pouvez très bien envoyer des emails, si vous ciblez les responsables marketing, envoyer des messages LinkedIn. Moi, je cherche à avoir des retours terrain de responsables marketing, quels sont les enjeux sur cette partie-là. Vous faites 10 calls avec responsables marketing et vous aurez pas d'école commerciale, vraiment d'école comme ça pour faire évoluer votre solution, votre produit, et vous aurez déjà énormément d'informations dans la construction du coup d'un marché qui fonctionne aussi très très bien. Alors, je réponds juste à la question aussi de Yves. Oui, ça, c'est purement B2B. En B2C, de toute façon, tu n'as pas la possibilité de vraiment pouvoir prospecter parce que ce ne sera pas, comment on dit, légal avec tout ce qui est RGPD. Donc, tu ne seras pas. Tu seras pas en conformité. Donc là, les conseils qu'on peut donner sont purement orientés B2B. Sur la partie B2C, ce sera pas forcément les mêmes mécaniques. Et après, pour répondre à la question, je crois, de Carole et d'Alicia sur la partie icebreaker et sur les campagnes at scale. On va Donc le oui, montrer dans pour les répondre exemples déjà de toute façon. ouais, ça on pourrait montrer, mais de façon au début, c'est souvent c'est le problème des outils du type Lemlist, etc. Ou Wallaxy par exemple, c'est qu'on peut tomber assez vite dedans. Et il y a aussi des philosophies sur la partie sales où on a tendance à dire oui, le sales c'est un jeu de volume, donc en gros il faut faire du volume. Donc ça amplifie en fait l'aspect spam.
parce qu'on considère, ok, bah, il faut qu'on fasse du volume, donc faut qu'on fasse des interactions qui sont pas forcément de très bonne qualité. Et encore une fois, ça, faut l'adapter vraiment en fonction de votre contexte. Parce que si vous avez un petit marché et que vous spammez votre marché avec uniquement des messages pourris, des approches pourries, vous allez simplement tomber en spam. Les gens vont être saoulés par vos approches et du coup, vous allez bloquer toutes les interactions que vous allez pouvoir avoir avec ces prospects-là. Donc, il y a pas mal de bons conseils qui sont finalement des mauvais conseils au départ, avant de penser at scale. Il faut déjà réussir à le faire de manière non scale, donc non scalable. Parce que si vous n'arrivez pas à envoyer 10, 20 ou 30 messages de prospection corrects et que sur les 30 messages, vous avez strictement aucun retour, bah, ça ne sert à rien d'aller automatiser des trucs sur 100, 200, 300, 400, 500 personnes parce que vous allez automatiser un truc qui ne marche pas. Donc en fait, un message pas bon envoyé en masse, ça va vous faire gagner du temps, mais en fait, ça va surtout vous revenir tout droit dans la figure derrière parce que ça va pas fonctionner et vous aurez automatisé un truc pourri qui va pas marcher sur votre marché. Donc la première étape, c'est au départ de tester à la main des trucs pour justement identifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et si vous n'arrivez pas à avoir des performances en le faisant à la main, ça sert à rien d'aller se prendre la tête à créer des usines à gaz pour scale parce que de toute façon, vous n'avez pas encore trouvé les mécaniques qui vous permettent d'automatiser et de passer sur un focus at scale. Donc au départ, faites à la main. Parce que du coup, en le faisant à la main, vous n'allez pas vous mettre de barrière sur ah bah tiens, je peux pas automatiser, du coup ça, je peux pas l'utiliser, etc. Si vous faites le truc à la main, vous allez vous mettre aucune barrière technique. Et en vous mettant aucune barrière, si vous n'arrivez pas à avoir des résultats, c'est déjà un mauvais signal pour vous. Parce que du coup, ça sous-entend que quand vous allez automatiser, vous allez perdre encore plus de performance. Et donc, du coup, que vous allez avoir des résultats qui vont être qui vont être beaucoup trop bas pour justifier le fait d'automatiser, quoi. Donc, au départ, faites à la main. Et ensuite, quand vous avez des bonnes performances, là, vous allez pouvoir identifier ce qui fonctionne de manière récurrente et envisager une automatisation. Clairement. Il y a pas mal d'autres questions. N'hésitez pas à les poser. On l'a vu Diane, Jason, Léopoldine, Christian. On va tous les reprendre de toute façon à la fin ensuite. Et passer. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous poser des questions. On avance un peu sur la presse et de toute façon, à la fin, on les reprendra toutes avec grand plaisir avec Alexandre. Donc, Alexandre, du coup, quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs fréquentes que tu vois le plus souvent dans les emails? On va commencer toujours pareil par les erreurs. Bah ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez aujourd'hui, il faut considérer que les prospects vont considérer vos messages de deux manières. Vous avez d'un côté tout ce qui va être mail jetable et de l'autre côté tout ce qui va être mail personnel. Donc en gros, il va y avoir un premier filtre chez vos prospects. Donc c'est pas un filtre anti-spam, hein, c'est un filtre naturel chez vos prospects, où quand ils vont recevoir un message, ils vont essayer assez vite de l'associer à est-ce que c'est un message important que je dois traiter manuellement, ou bien est-ce que c'est une newsletter, un message transactionnel, par exemple une notification pour une facture, un truc comme ça, etc. Donc en gros, des messages qui sont secondaires, qui ne nécessitent pas forcément que j'y passe du temps, et donc qui peuvent être ignorés, et du coup des emails que je vais pouvoir jeter sans forcément avoir besoin de les checker. Donc ce qui est important là-dessus, c'est justement de comprendre ce qui caractérise des messages qu'on va considérer comme jetables. Donc les messages qui vont être considérés comme jetables, ça va être tout ce qui va ressembler par exemple à des newsletters. Et donc, on ne veut pas du tout que vos messages de prospection ressemblent à des newsletters, parce que les newsletters, c'est des trucs automatisés qui sont envoyés en masse à plein de gens, et donc on n'a pas forcément besoin de s'y arrêter énormément dessus. Donc, faut pas recopier les pratiques qu'on peut utiliser sur de l'email marketing. Et du coup, essayer de dupliquer sur la partie email de prospection. Email marketing, c'est tout ce qui est newsletter. Email de prospection, c'est tout ce qui va être email de prospe qu'on vient de vous montrer, quoi. Donc les caractéristique, ça va être le fait d'avoir un objet avec une phrase. Donc ça, c'est très caractéristique des messages de type newsletter, où souvent on va mettre une phrase avec un petit emoji, un truc comme ça, etc. Bah ça, c'est pas bon parce que ça sous-entend que l'email est trop préparé, qui ressemble trop à de l'email marketing, et donc sous-entendu, c'est pas un message personnel, c'est pas un message qui a été envoyé à la main. L'autre point, ça va être tout ce qui est déclencheur. Si vous avez aucun déclencheur dans votre message, bah ça pareil, ça va donner un indice à votre prospect. Ah bah tiens, ça c'est un message de spam parce que ça ressemble à un truc de spam. Par exemple, si vous mettez simplement au prospect, bah tiens, bonjour prospect, j'ai vu que vous étiez CEO de boîte XYZ sur LinkedIn. Ça, c'est devenu tellement courant et ça a tellement été associé à de la prospection que ça, c'est pas vraiment un déclencheur. Ça, c'est justement un signal qui va montrer au prospect, ah bah tiens, si le message démarre comme ça, je sais que c'est un truc random que je reçois de prospection, donc qui nécessite pas forcément que je m'y attarde beaucoup. Donc, je vais le jeter à la poubelle. Et le dernier point, c'est la partie copywriting générique. Donc, on l'a vu
par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure. L'IA, elle peut vous faire des trucs très génériques, mais justement, en étant générique, vous montrez pas au prospect que ce message est vraiment pertinent pour lui dans sa situation actuelle, et donc il est moins enclin à engager avec parce qu'il a l'impression que c'est un message aléatoire qui est envoyé à une masse de personnes et il ressent pas l'aspect de bah tiens, ça c'est un message, c'est un vrai truc qui me concerne, et donc j'ai un peu plus envie d'y répondre. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on doit éviter et qui vont donner le sentiment à votre prospect que votre message est un message jetable. Donc ça, au contraire, ça va être tout ce qui va être mail personnel. Donc les mails personnels, c'est des emails, bah, du coup, que vous pourriez envoyer à la main, et donc c'est souvent des trucs où on va donner le sentiment que c'est pas trop préparé. Donc, par exemple, sur l'objet, quand vous faites un message à la main, par exemple à un collègue, un truc ou quelqu'un de votre réseau, vous n'allez pas passer 14 ans à réfléchir à votre objet, et mettre des emojis partout, parce que vous voulez, maximiser le taux d'ouverture de votre message. Donc, souvent les objets, qu'on envoie manuellement, ça va être des objets qui donnent le sentiment que ça a été fait vite fait, et qui viennent simplement résumer la teneur du message. Donc on essaye de se limiter à des objets qui font entre 1 et 3 mots, et donc qui sont un peu les mots-clés de votre message. Donc là, vous aurez des exemples aussi là-dessus tout à l'heure. On essaye de privilégier aussi un ton informel, qui justement va donner un peu plus le sentiment que votre message est personnalisé, il n'est pas trop préparé, il n'est pas trop léché, donc ça sous-entend que ça peut pas être automatisé parce que du coup c'est trop informel, on a trop l'impression que ça a été fait dans l'instant, quoi. Ensuite, vous exploitez tout ce qui va être contexte crédible pour justifier votre approche et faire en sorte que votre prospect ait le sentiment que c'est pas un message qui a été envoyé en masse à plein de gens, et vous privilégiez aussi tout ce qui va être copywriting spécifique pour essayer de parler aux vraies problématiques de votre prospect, et donc qu'il ait le sentiment que vous compreniez vraiment sa situation, et du coup il doit pouvoir se reconnaître dans ce que vous allez comme élément dans le message. Le moment que du coup la plupart attendent des exemples d'emails qui cartonnent, toi qui fonctionnent bien et qu'on aime beaucoup avec Alexandre. Donc on a préparé 3 emails qui sont totalement différents. Et ensuite on passera du coup aussi à l'analyse live d'emails que l'on a reçu, où vous pourrez nous passer directement en live. Premier email, du coup, c'est un email que j'utilise moi pour un client qui cible les responsables de production, les directeurs de site et directeurs d'usine, d'industrie de plus de 100 salariés en France. Si on voit sur l'objet, il y a une petite erreur sur l'excalibro, c'est pas question LinkedIn, c'est question production, notamment normalement l'objet. C'est vrai que j'aime beaucoup mettre des objets simples comme ça qui fonctionnent. Donc, on va commencer du coup par un déclencheur. Vous allez voir, cet email, il peut paraître assez revu, mais pourtant, il fonctionne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur le déclencheur, du coup, on reprend du coup l'intitulé de poste. J'ai vu que vous étiez responsable de production chez Let's Grow. Alors, attention, quand moi, je mets ce déclencheur-là, il y a une chose que je fais toujours très attention, c'est que la liste soit ultra clean. Qui est moins de 3% d'erreur sur la liste, sur l'intitulé de poste, la personne soit en poste, etc. Parce que si c'est pas le bon intitulé de poste, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment ultra important du coup sur cette partie-là. Et ensuite, et que vous évoquez des enjeux de performance opérationnelle sur LinkedIn. Donc là, je reprends une partie du contenu LinkedIn. Et là, on va me dire, ah ouais, mais si la personne ne poste pas sur LinkedIn, comment je fais? Ben, en fait, sur cette cible-là, ces personnes-là, les responsables de production, 95%, ils ne postent pas sur LinkedIn. Ils sont très peu actifs sur LinkedIn, etc. Ils ont quand même des comptes LinkedIn. Ce ne sont pas des personnes qui vont poster. Sauf que dans la description de l'intitulé de poste, il y en a 1 sur 2 à peu près qui va marquer du coup qu'il gère les performances opérationnelles, ou alors qu'il gère ce qu'on appelle les AIC pardon, ou les OKR aussi sur la partie responsable production. Donc ils mettent quand même quelque part sur LinkedIn, même s'ils ne postent pas régulièrement, et donc ça fonctionne quand même. Une fois du coup qu'on a fait ce déclencheur-là, un intérêt qui est spécifique du coup au secteur de la production, les entreprises qui suivent encore du coup les TRS et les OF, ça c'est du coup des KPI spécifiques aux responsables production sur des Excel ou sur des paperboards dans les ateliers, ce qui complique la prise de décision. On va pitcher la solution très simplement. Pourtant, la solution elle est très complexe, mais du coup, c'est une solution de management visuel qui permet de mieux piloter l'atelier. Et derrière, on demande si le sujet d'actualité, un call to action très simple, en 2 parties. On peut vous montrer aux 15 minutes aussi, parce que souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps, ça reste la production. Ils sont souvent dans l'atelier et dans les usines toute la journée. Donc, voilà, un email, vous voyez, c'est des questions qu'on avait, je crois, de Carole aussi. Là où je vais faire une liste de 80 à 120 du coup responsable production, qui est ultra ciblée, et je ne vais pas personnaliser pour chaque personne, mais je sais que 50% la personnalisation, ils l'auront vraiment marqué du coup dans leur profil LinkedIn qui s'occupe des enjeux de performance opérationnelle, et pour les 50 autres, ils le font quand même s'ils ne l'ont pas marqué. Donc, il n'y en a aucun qui m'a répondu ah non, je ne m'occupe pas des performances opérationnelles, sauf si je me suis trompé de cible. Mais comme la liste était très travaillée en préalable, c'est des emails du coup qui fonctionnent assez bien, qui sont assez simples
et efficace. T'as un avis toi sur l'email, Alexandre? Je vais pas attaquer l'email parce que ça me fait. Mais après les gens choisiront tout seuls et pourront te balancer des tomates s'ils sont d'accord. Moi, je trouve, tu vois, l'entrée de l'email, justement, aujourd'hui est peut-être un peu trop classique par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que du coup, on rebondit simplement sur le fait, bah tiens, je vois que tes job title dans telle boîte. Après, toi, tu arrives à le relier avec, toi, tu évoques des enjeux de performance opérationnelle sur LinkedIn. Donc, c'est plus ça le déclencheur, c'est en gros, ça aurait plus de sens. Je veux, toi, tiens, machin, il me semble avoir croisé que vous avez des enjeux de performance opérationnelle, notamment via vos contenus ou via LinkedIn. Tu vois. Ça a plus d'intérêt parce que le côté job title, ça a tellement été exploité qu'en fait, c'est pas forcément une bonne raison, tu vois, de contacter les gens. C'est pas parce que, tu vois, je suis dans ta cible que c'est pertinent de me pinguer à ce moment-là. Et la prospection, c'est hyper important de bien la timer aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, l'objectif, c'est pas forcément d'aller contacter tous ces prospects en même temps, c'est plutôt d'essayer de se dire, ça, in fine, c'est mes prospects. Mais à quel moment mon message va être audible pour eux? C'est-à-dire, quel est le timing que je vais devoir privilégier pour que ce prospect-là puisse écouter ce que j'ai à lui raconter sur mon sujet. Et donc là, c'est plus intéressant de raisonner en déclencheur et d'essayer de relier nos messages de prospection à des situations pertinentes chez les prospects pour se dire, bah tiens, ils vont être enclins à m'écouter sur ce sujet-là à partir du moment où il y a X, Y, Z. Et donc, du coup, là, tu peux ensuite essayer de relier ça, toi, à des éléments tangibles que tu peux repérer de l'extérieur sans avoir besoin de parler directement au prospect. Et donc, du coup, via ces éléments-là, ça peut te donner des indices sur, ah bah tiens, si le prospect fait ça, ça peut sous-entendre qu'il y a sujet X, Y, Z. Et s'il y a sujet X, Y, Z, ça peut sous-entendre du coup que je suis pertinent pour eux et que ça vaut le coup que j'essaie de les contacter à ce moment-là. Donc, toi, c'est plus là-dessus où j'aurais fait une modification. Mais sur le reste, tu vois, ça tient la route. La structure, elle est cohérente par rapport à ce qu'on a pu montrer avant. Et surtout, il y a deux choses moi, que je prends en compte. C'est est-ce que ce personnel-là, il a l'habitude d'être prospecté ou pas? Là, c'est pas trop le cas, donc je peux me permettre, en effet, ces approches-là qui vont être sur des personnes beaucoup plus prospectées, moins pertinentes et moins performantes. Et sur la question du coup que tu posais, Benjamin, et que j'avais répondu, c'est que en gros, oui, en effet, ils postent pas sur LinkedIn, mais ils marquent dans leur job title, dans la description de leur poste, qu'ils s'occupent de ces enjeux-là. Donc, ils notifient quand même sur LinkedIn. Il n'y a pas besoin de poster sur LinkedIn. Il y a plein d'infos qu'on peut récupérer sur le profil LinkedIn de la personne. Sans qu'il soit vraiment actif et qu'il publie du contenu, en effet. Mais là, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, toi, tu joues un peu sur une ambiguïté où tu dis pas au mec, c'est sur ton profil que j'ai vu ça. Toi, tu essayes de relier ça à LinkedIn. Et en fait, si c'est un vrai sujet pour le prospect en face, toi peut-être qu'il va se dire, ouais, peut-être, je sais pas, peut-être que j'ai raconté ça sur LinkedIn, je sais pas où, enfin, ou que le mec a vu ça quelque part, tu vois. Donc, du coup, toi, ça te permet de noyer le truc de, en fait, c'est simplement un truc que j'ai vu sur ton profil LinkedIn, mais c'est pas forcément lié à tes contenus. Et donc là, du coup, ça vient. Ça vient permettre d'adresser la totalité du marché. Donc, vous voyez que ça, c'est le genre de truc que l'IA pourrait pas forcément reproduire parce que l'IA va très vite tomber dans le même pattern avec la même structure de phrase. Et donc, elle va pas forcément comprendre ce truc. Ok, il faut pas que ce soit obvious sur ce que tu vas raconter au prospect. Il faut que tu arrives à te différencier un petit peu par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de recevoir. Et donc là, par exemple, c'est là où l'humain peut avoir de l'intérêt. C'est qu'en fait, vous allez comprendre les petites subtilités et vous allez pouvoir jouer sur des petites nuances comme ça qui vont permettre de faire la différence par rapport à ce que permettrait de faire l'IA. Yes. Deuxième email qu'on connaît bien, Alexandre, que je vais te laisser présenter. Ouais, alors ça c'était une email d'exemple du coup. C'est pas un email qui a été vraiment envoyé pour Faro, mais du coup ça vous donne l'idée sur un outil comme Faro comment ça peut se passer quoi. Donc là vous voyez que le déclencheur ça va être simplement des trucs qui sont liés à des offres d'emploi où du coup via cet élément-là on peut aller sourcer des infos qui sont pertinentes. Donc les offres d'emploi c'est un truc qui a été pas mal exploité dans le temps, mais qui sont toujours pertinentes aujourd'hui quand vous avez un produit qui fait sens avec ce que vous pouvez détecter sur des offres d'emploi. Et donc là, en gros, je démarre avec mon déclencheur de bah tiens, je suis tombé sur votre offre de SDR parce qu'on recherche aussi ce profil chez Faro. Et là, vous voyez, du coup, comme ça ressemble pas forcément au message de prospection classique. Ça permet de se démarquer directement au départ et de se dire bah tiens, attends, c'est qui ce mec? Est-ce que c'est un gars qui veut être recruté chez nous? Est-ce qu'il y a un problème avec notre truc? Est-ce que c'est un concurrent qui veut commencer à s'embrouiller? Enfin, vous voyez que ça laisse trop de trucs en suspens et donc le prospect est un peu obligé d'ouvrir le message pour savoir de quoi il est question. Et donc là du coup c'est un bon déclencheur parce que la première phrase ne se suffit pas à elle-même, c'est un petit
indice sur ce que je vais raconter dans mon email. Mais si du coup tu veux avoir le reste des infos, tu es obligé de l'ouvrir pour savoir exactement de quoi il est question et donc de pouvoir identifier si c'est un sujet qui est prioritaire ou si c'est un sujet qui n'est pas prioritaire, quoi. Donc ensuite, quand ça c'est fait, j'arrive sur la partie problème où là je vais essayer de mettre en avant, bah tiens, en checkant votre annonce, bah du coup j'ai pu repérer des éléments dedans qui m'ont interpellé et notamment du coup votre stack, donc les outils que vous utilisez pour pouvoir sourcer vos prospects. Donc ensuite j'enchaîne avec la partie solution et vous voyez qu'avec le C'est moi qui ai fait une sur petite la erreur partie là, non, c'est Faro. Plusieurs clients semblables à ouais. Faro, si tu veux. Bah, tu vois, dans la partie solution, vous voyez qu'ici, je ne vais pas donner toute la proposition de valeur de Faro. Je vais simplement mettre en avant l'outcome, c'est-à-dire la transformation qu'on va pouvoir apporter aux prospects. Et donc, donc, je vais leur dire, voilà, bah, plusieurs clients semblables à vous, donc X et X, utilisaient les mêmes outils et avaient des difficultés pour dépasser les 15% de retour en prospection. Donc là, vous voyez qu'ici, je ne vais pas essayer de trop mettre en avant ce qu'on fait réellement. Je vais plus mettre en avant, bah tiens, nous en fait on a un outil qui permet de dépasser les 15% de retour en prospection. Donc est-ce que est-ce que c'est un intérêt pour vous ou non, quoi. Alors là, il manque normalement un petit truc là-dessus, parce que la partie problème, c'est une chose m'a interpellé, et ensuite la partie solution, c'est aussi la partie problème. Et donc il vous manque en fait un bout de phrase où en fait c'est lié à la partie Faro, où je mets en avant, avec Faro, ils ont pu atteindre résultat X, Y, Z. Et donc c'est plus là-dessus où la partie du message était intéressante. Donc là vous avez pas la totalité du message, là il y a eu un petit bug je pense sur la slide. Et on termine du coup avec la partie call to action, où je leur demande, est-ce qu'à ce stade, bah, ça a de l'intérêt pour vous que je vous en montre plus sur comment ils ont atteint ce résultat, ou bien vous vous en foutez complètement parce que vous n'avez pas ce problème-là, ou bien cette transformation-là ne vous intéresse pas. Donc là, du coup, vous avez un bon exemple de message qui suit la structure. Et vous voyez que ce truc-là, on peut le dupliquer un peu à l'échelle à partir du moment où ça fonctionne. Parce que je peux aller trouver toutes les annonces qui parlent de SDR. Dans les annonces de SDR, moi, je peux faire un enrichissement derrière pour identifier les outils qu'ils vont utiliser, donc via un outil par exemple comme Faro ou autre. Et si je vois qu'ils utilisent les bons outils, tac, je vais pouvoir mettre en avant, bah tiens, je vois que vous utilisez tel truc, bah du coup tel client avait tel problème, et donc là ça me permet du coup de jouer sur cet élément-là et de le faire sur une audience plus large si ça fonctionne. Clairement. Le troisième mail qui est intéressant qu'avec Alexandre, on voulait vous présenter, Alexandre, que tu avais vu dans un webinar, il me semble. Ouais, alors ça c'est justement, c'est un message fait par IA. Donc ça vous permet de voir, c'est pas un message fou, mais c'est un bon exemple qui vous permet de voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans des fioritures extrêmement poussées, quoi. Donc là on a toujours le déclencheur, donc la partie contexte au départ de OK, bah, en fait pourquoi je vous contacte maintenant, bah, je vous contacte maintenant parce que j'ai vu que vous aviez installé un outil spécifique sur website XYZ. Donc ensuite, là, on enchaîne sur la partie problème. Donc on va essayer de mettre en avant, bah tiens, étant donné que vous utilisez ce truc-là, vous pouvez avoir des difficultés à répondre de manière rapide aux gens sur le chatbot, et donc notamment à répondre aux reviews négatives que peuvent vous laisser les gens sur cet outil, quoi. Et donc là, ils enchaînent avec la partie solution. Avec Gorgias, on peut s'intégrer à votre plateforme de review pour vous permettre de pouvoir traiter plus rapidement les retours négatifs. Ça vous permet de garder une perception de la marque forte auprès des prospects et de construire plus de confiance avec les clients. Et ensuite, là, ils enchaînent avec la partie call to action. Est-ce qu'on peut discuter de comment Gorgias pourrait être un bénéfice pour votre équipe? Donc là, vous voyez que c'est pas horrible, le message est pas horrible, mais vous voyez qu'en fait, on sent le manque de pertinence sur la partie personnalisation. C'est-à-dire qu'on a un sentiment de message assez générique. Parce que là, on met pas en avant de social proof, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de rebondir sur tiens, bah, tel client était dans telle situation et du coup, ça a généré tel problème. Et vous voyez que la partie call to action est aussi un peu pushy. Mais c'est parce que dans leur cas, ils ont un gros marché, Gorgias, et donc ils sont plus dans une optique de tout automatiser, de faire des usines à gaz complexes avec de l'IA pour permettre à leur SDR de uniquement traiter les réponses positives. Donc les réponses positives sont des gens qui veulent discuter avec eux. Vous, dans votre cas, ça a plus de sens la plupart du temps d'avoir des call to action qui vont être moins engageants, et donc ils vont plutôt être là pour essayer de jauger l'intérêt du prospect. Donc là, par exemple, ce qu'aurait pu faire Gorgias, ça aurait été simplement de demander au prospect, est-ce que c'est
Est-ce que ce truc-là pourrait être un sujet pour vous ou bien pas du tout actuellement, quoi. Et en fonction du retour, là, on pourrait ensuite proposer une next step au prospect si on voit qu'il est plutôt ouvert à la discussion. Donc, dans le système de Gorgias, ce message fait sens parce que du coup, ils veulent pas avoir de discussion avec les prospects. Ils veulent tout de suite sourcer les prospects qui sont OK d'échanger avec eux. Mais dans d'autres situations, cette structure-là et notamment ce call to action aura moins d'intérêt. Clairement. Dernière partie, du coup, on va analyser vos emails en direct. Donc, on a un qu'on avait sélectionné en préalablement, qu'on avait envoyé à Alexandre. Mais n'hésitez pas, du coup, s'il y en a qui veulent, c'est vrai que sur le dernier webinaire, ça avait bien fonctionné, monter sur scène et nous partager vos emails pour qu'on fasse au retour. C'est avec plaisir. N'hésitez pas à le dire sur le chat et on pourra en sélectionner quelques-uns d'entre vous. Puis on va traiter aussi les questions du chat après. Ouais, aussi les questions, bien entendu. Si vous avez des questions aussi, on va les partager. On fait les deux. Donc, on propose soit de monter en direct pour qu'on analyse vos emails ou de répondre à toutes vos questions, bien sûr. Premier email que tu avais reçu, Alexandre, qui est anonymisé, bien entendu. Ouais, alors du coup, on va le lire vite fait. Donc apparemment, je sais pas exactement ce que propose la boîte, mais ça du coup c'est même sans connaître ce que fait la boîte, on peut assez vite repérer si le message de prospection est bon ou bien si on manque d'éléments. Parce que même si vous n'êtes pas la cible, vous êtes censé pouvoir assez vite voir qui est l'audience un peu derrière, donc avoir une bonne hypothèse sur l'audience. Quel est le problème de cette audience-là? Et pourquoi apparemment cette audience pourrait avoir de l'intérêt par rapport au produit qui est proposé, quoi. Donc même sans avoir les éléments, on peut quand même analyser comme ça des messages de l'extérieur. Donc le message démarre avec la diversité des profils au sein de votre entreprise. Capter l'attention de chaque collaborateur peut s'avérer complexe. Donc là, vous voyez, déjà, on a un petit problème sur le départ. C'est qu'on n'a pas trop de déclencheurs. C'est-à-dire que là, on joue sur un truc avec la diversité des profils. OK, mais du coup, tu sors d'où? Pourquoi tu envoies ce message-là comme ça? On a l'impression qu'il manque un truc de, bah tiens, bonjour prospect, j'ai fait telle action qui m'a permis de voir que vous aviez une grosse diversité de profils chez entreprise X, Y, Z. Et ensuite, là, il aurait pu enchaîner avec la partie problème, parce que là, il part de l'idée que le problème est forcément là, quoi. C'est-à-dire, il met en avant, capter l'attention de chaque collaborateur peut s'avérer complexe, mais il vient pas forcément faire une hypothèse ou il vient pas forcément essayer de poser une question au prospect là-dessus. Donc là, ça aurait pu avoir du sens de couper cette partie-là et de la mettre plus tard, parce que vous voyez qu'il arrive très vite sur sa partie solution, alors qu'en fait, à ce stade-là, le problème, il a été à peine effleuré. Donc, on a l'impression qu'en fait, la solution va pas forcément connecter très fort parce qu'on n'arrive pas à comprendre dans quelle situation elle sera vraiment pertinente. Donc, il enchaîne avec direct derrière, en intégrant la synthèse vocale à vos formations. Vos employés peuvent, retenir plus d'informations, maintenir leur concentration et leur motivation, se former en situation de mobilité. Donc, la même chose, vous voyez que ça reste assez générique sur ce qui est raconté. Là, ça aurait pu personnaliser de manière plus poussée. Ensuite, il enchaîne avec la partie Conforama. On accompagne notamment Conforama pour proposer une expérience d'apprentissage plus engageante grâce à cette technologie. Là, par exemple, ça aurait pu avoir plus de sens de couper tout le truc sur synthèse vocale de vos formations, etc. Et de plutôt jouer sur, ah bah tiens, Conforama avait une diversité de profils similaire à celle que vous avez aujourd'hui. Ils avaient difficulté X, Y, Z pour pouvoir atteindre tel résultat. Via la synthèse vocale, ils ont pu atteindre résultat X, Y, Z. Est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez aussi explorer chez Compagnie? Donc là, vous voyez que du coup, le message aurait eu la même teneur, mais on aurait amené le cas client de manière plus centrale pour jouer sur les similitudes entre Conforama et le prospect que j'essaye de contacter. Et le fait de parler de Conforama, bah, du coup, ça a plus de sens aussi parce que on en voit plus de preuves sociales, plus d'autorité. Et le prospect peut faire le parallèle avec la situation dans laquelle il peut être. Donc, il peut du coup se dire, ouais, bah, ça aussi, ça me parle parce que c'est un problème qu'on peut avoir chez nous, quoi. Donc, vous voyez que la base du message n'est pas mauvaise, mais il y a plein de petites nuances qui font que ça va moins connecter par rapport à ce qui aurait pu être fait, quoi. Ouais, il y a un truc, je trouve, c'est qu'en gros, en fait, on a un peu de mal à comprendre vraiment ce qu'il propose et ce qu'il fait directement dans cet email. Parce que la diversité des profils, c'est vrai que la plupart des boîtes, ils ont des profils diversifiés, ils ont des tech, des sales, des marketeurs, etc. Et capter l'attention, peut-être moi j'aurais peut-être plus en corrélation avec là où ils les aident d'expérience quand on organise une réunion ou une formation ou un séminaire, capter l'équipe tech, marketing et sales, c'est un chemin de croix, tu vois. Enfin, un truc comme ça, quoi. Vraiment de dire une mise en situation, qu'est-ce qui est problématique vraiment, parce que là, en fait, j'ai du mal à Bah, tu vois, comprendre. c'est vrai que quand tu dis diversité des profils, on comprend pas parce que tu sais, on a l'impression que c'est OK. Qu'est-ce qui fait que la diversité de profils crée des problèmes pour capter l'attention, toi? Est-ce que tu vois, là, il est sur une,
sur un problème qui est peut-être trop macro, tu vois, qui est trop avec trop de hauteur. Et du coup, tu fais pas direct la connexion de quel rapport avec diversité de profil et puis l'attention des gens, quoi. Tu vois, ça c'est pas obvious, quoi. Donc quand vous faites des liens comme ça qui sont pas évidents, il faut pas essayer de prendre des raccourcis trop vite. Et ça peut être plus pertinent d'essayer de relier ça à des problématiques qui sont plus terrain, qui vont être plus tangibles et qu'on va pouvoir très vite reconnaître. Alors que quand vous avez un truc qui est trop conceptuel, bah, vous pouvez très vite perdre le prospect parce qu'on va pas comprendre mais attends, pourquoi il me parle de machin et de synthèse vocale, c'est quoi le rapport entre les deux là. Ça n'a aucun sens, quoi. Donc même si pour la personne qui a envoyé le message, ça a du sens. Il faut partir de l'idée que les prospects n'ont pas la maturité, enfin la même maturité que vous sur votre solution. Et donc, il y a des choses avec lesquelles ça va vous paraître évidente, mais pour les prospects, peut-être qu'eux n'ont pas les mêmes connaissances que vous sur le secteur, et donc ils ne vont pas faire les mêmes connexions par rapport à ce que vous pouvez proposer. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est Jason qui est dans le live qui nous dit, du coup, la diversité, c'est les profils handicapés ou parlant une autre langue. Donc à ce moment-là, ouais, je pense, ouais, c'est ça. Voilà, ça aurait pu avoir de Vraiment le sens de remettre. détailler, tu vois. Du coup, j'ai vu que du coup, vous avez plus de 4 nationalités différentes Voilà. du coup, au sein de votre entreprise. D'expérience, quand on fait une formation, à part si on est enfin, si on est que quadrilingue, c'est compliqué de, tu vois. Mets-le en corrélation directe et je pense que ça parlera beaucoup plus aux gens parce qu'ils ont dû le vivre, si c'est le cas. Et pour pas, je pense, te mettre de bâton, hein, Alexandre, tu confirmeras, mais tu regardes qu'il y ait 2 nationalités différentes et ensuite tu mets 2, même s'il y en a Oui. 5-6, parce que sinon ça va être compliqué Oui, de faire une tu peux filiale. mettre, oui, tu mets plusieurs. Et il aurait pu relier ça du coup aussi à des enjeux RSE. Tu vois, si par exemple il voit qu'il y a déjà des trucs qui sont entamés sur la partie RSE, bah, il pourrait relier ce truc-là de bah tiens, j'ai vu que vous aviez aussi pas mal d'initiatives sur la partie RSE, mais qu'apparemment vous avez des handicapés, plusieurs nationalités, etc. Et du coup, tu vois, là, ça nous permettrait de relier son sujet à cette démarche RSE pour leur dire est-ce que c'est une piste aussi que vous avez explorée ou que vous avez envisagé pour pouvoir continuer à amplifier cette démarche RSE en interne, ou bien c'est pas quelque chose que vous avez l'intention d'améliorer pour le moment, quoi. Tu vois, donc ça aurait pu permettre, pareil, toi, d'améliorer la pertinence du message en le reliant à des trucs supplémentaires. Donc, tu vois, plusieurs nationalités, quoi. Et derrière, si la boîte fait en plus du RSE, ce serait un signal supplémentaire pour créer une liste ultra ciblée et cibler des boîtes du coup qui pourront susciter un intérêt là-dessus. Clairement. Alors, on a Léopoldine qu'on va faire monter sur scène, qui va nous partager un email. Bonjour Léopoldine. Allô? Normalement, là, vous êtes sur scène, on peut vous entendre. Un email. Bonjour. Vous allez bien? Ok. Ah, tu nous entends pas? Ouais. Je sais pas si tu nous entends bien. Non. Je pense qu'il y a de l'écho chez Léopoldine, je crois qu'il y a peut-être un bug. Ah, là, elle est en mute maintenant. Alors, je pense que vous avez le micro coupé. Après, juste pour vous montrer, donc, si tu vois, en bas, tu as le petit écran présenté et tu peux directement partager ton écran ensuite pour nous partager ton email. Ouais, c'est bon, c'est juste que je suis avec ma collègue et qu'en fait, on a mis deux PC. Donc, voilà. Alors, je me présente rapidement, du coup. Ouais, c'est juste que je suis avec ma collègue. Ouais. Hop. Ok, et là, on va pouvoir l'ajouter à la scène. Hop, je m'en occupe. Tchac. Ok. Alors déjà, sans le lire, tu vois, déjà là, tu as un première alerte, tu vois, que je vais appeler l'alerte au pavé, quoi. C'est-à-dire que tu vois, si ton prospect ouvre ça sur mobile, bah déjà, tu vas envoyer un premier signal de message très long. Et du coup, tu vois, tu mets déjà un gros frein de oula, trop long, c'est pas, du coup, ça va nécessiter un effort. Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas y aller, tu vois. Donc déjà, tu vois, c'est un premier truc. Ça, c'est un conseil qu'on n'a pas forcément donné pendant le webinaire. Mais aujourd'hui, ça peut être bien d'envisager vos messages uniquement sur mobile et de vous dire, OK, si j'envoie ce mail-là, est-ce que d'un point de vue mobile, il est optimisé ou non? Donc, ça peut être bien de vous l'envoyer à vous en premier et de regarder sur mobile à quoi ça ressemble. Et si vous voyez que ça fait des gros paragraphes qui sont indigestes ou que le message est beaucoup trop long, là, du coup, ça vous donne un indice de OK, mon message n'est pas assez optimisé pour la partie mobile. Et la plupart des gens aujourd'hui checkent leur message sur mobile. Donc, si c'est pas optimisé mobile, vous allez ajouter pas mal de friction. Et donc, ça, c'est un petit test que vous pouvez mener assez vite. Et l'idéal, c'est de ne pas avoir à scroller pour lire la totalité du message de prospection. Parce que du coup, quand le prospect va l'ouvrir, il va voir que le truc est pas très long. Il y a peu d'efforts pour s'engager dedans. Alors qu'au contraire, s'il a besoin de scroller et qu'il a l'impression que c'est extrêmement long, là, on va envoyer déjà un premier petit frein
qui peut empêcher le prospect de s'engager dans le message. Donc même si tu racontes des trucs hyper intéressants, tu vois, peut-être qu'il va passer à côté de l'info parce qu'il va se dire non, c'est bon, j'ai plein de trucs à gérer, trop de meetings aujourd'hui, c'est trop long et j'ai pas envie de m'engager dessus, quoi. Ouais. Premier truc, moi, direct, c'est la première fois, je me permets de revenir vers vous suite à mon email précédent. Je sais pas si tu en penses, toi, Alexandre, mais en fait, cette phrase-là, elle apporte spécifiquement rien à votre prospect. En fait, tu as Oui, parce que ça, c'est une relance. Ouais, même ça sans mettre une relance. J'ai mis une relance parce qu'en vrai, on a vu pas mal de premiers mails, mais pas forcément souvent le premier n'a pas forcément de réponse. Donc, il va y avoir un deuxième et un troisième. Donc, je me suis dit le deuxième qui redit un peu ce que je dis dans le premier, cela dit. Ouais. Je comprends, mais en fait, tu vois, ton prospect, il sait où il reçoit le deuxième mail. Et en fait, tu n'as pas besoin de te justifier de lui renvoyer un deuxième mail. Et en fait, si la phrase, moi, je trouve, elle n'apporte rien, soit pour l'accroche ou à ton prospect, part de l'optique, tu peux l'enlever directement. Tu vois, tu peux commencer, bonjour, je voulais savoir si Company Name dispose d'un service interne pour gérer le suivi environnemental de vos tournages. Et c'est la même chose. Et tu enlèves, tu vois, déjà l'email est plus court. Et en fait, tu enlèves ce direct, il crame que c'est un email de. Tu vois, il n'a même pas commencé à lire l'email, qui sait que tu vas lui repropose, lui repitcher quelque chose parce que tu as commencé ton email comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses sur cette partie, Alexandre, mais. Ouais, bah ça, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de bruit dans ton message parce que tu vois, tu vois, par email, il faut vraiment imaginer, ok, j'ai 20 secondes d'attention, il faut que je sois sharp. Tu vois, donc c'est un peu le fameux concept elevator pitch, quoi. Ok, je suis avec mon prospect rêvé pendant 15 secondes dans l'ascenseur. Il faut que je sois hyper percutant sur ce que je lui raconte pour qu'il ait envie éventuellement, tu vois, d'aller sur une éventuelle next step ou bien de me donner la possibilité d'aller sur une éventuelle next step. Donc là, je suis assez d'accord sur les débuts. Tu gaspilles du temps de cerveau de ton prospect sur un truc où il aura pas le sentiment d'être récompensé parce qu'il va avoir l'impression de ok, ouais, j'ai lu cette phrase et déjà ça, tu vois, ça, elle m'apporte pas grand chose sur pourquoi je devrais lire la suite, quoi. Derrière, après, toi, je pense que tu as aussi un problème où tu essayes d'aborder trop d'idées en même temps dans ton message et du coup, ça le rallonge naturellement parce que tu as trop d'infos. Par exemple, toi, quand tu dis que vous avez été reconnu par le prix Tech, Cannes Awards, etc. Ça peut être un truc que tu pourrais très bien isoler dans une autre relance de prospection pour leur dire, tiens, by the way, je ne vous l'ai pas mentionné, mais on vient d'avoir pris XYZ. Donc, si ça a du sens, c'est que c'est en cohérence avec leur industrie. Tu vois, tu peux essayer d'ajouter ça plutôt dans un message de relance, quoi. Et après, dans ta manière d'amener la solution, c'est peut-être un peu trop technique. Tu vois, tu restes assez vague aussi sur la vraie transformation. C'est-à-dire quand tu lui dis notre intelligence analytique réduit les erreurs et accélère considérablement. Tu vois, tous ces adverbes-là, considérablement, ça, c'est souvent des trucs qu'on va exploiter comme des palliatifs parce qu'on n'arrive pas vraiment à verbaliser c'est quoi l'impact réel, quoi. Donc, tu vois, tu vas, comme tu peux pas forcément mettre de chiffres et des trucs comme ça, et ben, on va utiliser des chiffres comme ça, enfin, pas des chiffres, mais des adverbes qui vont essayer d'amplifier ton message. Mais du coup, tu vois, ça a pas le même impact. Donc là, ça pourrait avoir du sens de voir comment je peux retravailler la partie solution de mon message pour que l'impact soit hyper tangible et qu'il n'ait pas… parce que tu vois, quand tu dis considérablement, ok, mais du coup, ça veut dire quoi accélérer considérablement? Ça veut dire diviser par 2, par 3, par 0,5, en 6 mois, en 2 ans, 3 ans. Enfin, tu vois, ça ouvre trop de possibilités et du coup, tu t'aides pas ton prospect à vraiment se projeter pour voir est-ce que ça a du sens et ça peut m'intéresser ou bien du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que en fait, l'impact n'est pas suffisamment important pour moi. Ouais. Okay. Et même si je reprends, tu vois, moi sur la petite partie approche, effectivement, je veux savoir si Compagnie dispose d'un service interne pour gérer les sujets environnementaux de vos tournages. En gros, en fait, en mettant cette approche-là, tu dis un peu ton prospect. Moi, j'ai fait un ciblage approximatif, je suis pas sûr, donc est-ce que c'est bien le cas, tu vois? En fait, tu peux le tourner dans une façon à dire j'ai fait vos recherches et je pense que, un exemple, bonjour Léopoldine, en regardant votre organigramme, il ne me semble pas que vous avez une personne spécifique qui soit dédiée aux services environnementaux et tournage. Et là, tu dis à ton prospect, en fait, j'ai regardé et j'ai pas trouvé de personne, donc je pense qu'il n'y en a pas, tu vois. Plutôt que de lui poser la question où tu lui dis clairement, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas, j'ai pas fait mes recherches. Ça, c'est vraiment du coup de cette partie-là. Et je suis d'accord, en gros, avec Alexandre ensuite sur notre partie. Notre application Green Pro simplifie la collecte de simplifie l'édition, la collecte de toutes vos données, l'édition des bilans carbone. On aide notamment Géodon, France TV et Amazon à réduire ce processus d'édition par 4. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que c'est un sujet pour vous, etc. Et l'email, déjà, il est beaucoup plus court. Et tu as juste dit, OK, les bilans de carbone, si c'est le cas, qu'ils ont l'habitude de faire des bilans de carbone, ils doivent savoir que c'est vraiment complexe. En leur disant du coup des références et que tu réduis le temps par 2, donc déjà, je pense que la personne est intéressée. La seule problématique que moi je vois, c'est comment savoir si les entreprises
font déjà des bilans carbone, etc. Donc peut-être leur demander avant ou avoir une intent là-dessus qui doit être intéressante à aller chercher s'il y en a. Mais sur cette partie-là, ouais. Bah ouais, je suis assez d'accord avec Flavien. Tu devrais capitaliser sur les grosses marques que vous avez, toi, ou toi qui ont déjà entamé des trucs là-dessus, même s'ils sont pas clients chez vous, quoi, et essayer de jouer là-dessus pour dire bah tiens, toi surtout si les gens sont en relation, c'est-à-dire que si c'est un petit marché et tu sais qu'ils sont tous un peu en relation entre eux, bah tu peux jouer bah tiens, il me semble peut-être que je sais pas si vous connaissez machin truc de Gédéon, quoi, parce que je crois que vous êtes en relation sur LinkedIn. Il a implémenté tel truc chez eux sur sujet bilan carbone, etc. Donc toi, moi la reco principale, ce serait plutôt d'essayer de diviser au moins par 2 la taille de ton message et même par 3. Et donc ça va te forcer toi à supprimer tout le bruit, toi tous les messages, enfin toutes les tournures de phrases qui sont un peu longues pour que tu réussisses à être plus sharp et à te concentrer sur l'essentiel. Toi, parce que du coup quand tu vas divisé par 3, tu vas être obligé de faire des choix pour te dire ok, j'ai plus la possibilité de donner en long en large tout ce qu'on fait. Donc qu'est-ce que je dois dire pour simplement mettre sur la piste le prospect. Et toi, par exemple, tu pourrais simplement, toi, à ce stade-là, mettre en avant le fait que ces boîtes-là ont entamé des démarches et tu n'as pas forcément besoin d'expliquer, toi en détail, ce que tu fais ici, parce que dans un premier temps, tu veux déjà savoir est-ce que c'est une démarche que eux ont déjà entamée ou bien si c'est pas le cas, bah, tu sais que globalement, ça sert pas forcément à grand-chose d'aller dans le détail sur comment toi tu peux aider là-dessus. Et en fonction de ça, là, tu pourras voir, ok, est-ce que tu donnes plus de détails sur comment vous pouvez être pertinent s'il a déjà entamé une démarche sur le sujet, ou bien au contraire s'il n'a pas entamé de démarche. Est-ce que toi, est-ce que c'est un truc qu'ils veulent, sur lequel ils veulent accélérer dans l'année, et si oui, du coup, là, ça peut avoir du sens de caler une étape avec eux. Mais toi, ce qui aurait du sens, ce serait plutôt que tu leur dises, bah tiens, ça vous intéresse, je peux montrer ce qui a été mis en place par Gédéon ou France TV là-dessus. Ça vous donnera peut-être des billes pour voir ce qui pourrait être envisageable dans une structure comme la vôtre. Est-ce que c'est pertinent? Oui, non. Et en fonction du retour, là, tu vas pouvoir ensuite toi ajuster. S'il te dit non, mais on est déjà équipé, machin, etc. Là, tu vas pouvoir traiter l'objection de, qu'en gros, tu pourrais lui dire, je m'attendais, enfin, en gros, c'est pas une surprise que vous soyez déjà équipé, mais justement, le problème que vous pouvez rencontrer et qui a été rencontré par France TV, c'était XYZ. Et donc là, tu peux essayer de jouer un peu sur le truc. Je m'attendais à ce que vous soyez équipé. Et si je vous contacte, c'est justement parce que ce qui existe sur le marché n'est pas suffisant. Et nous, par rapport à ce qu'on peut apporter, eh ben, on a des suppléments qui permettent d'atteindre un meilleur résultat sur XYZ. Est-ce que vous avez ces problématiques-là avec la démarche bilan carbone que vous avez entamée, quoi. Et là, du coup, ça te permet toi, de rentrer plus loin sur le problème et de regarder du coup si tu peux caler next step avec eux. Ouais, et puis même sur la partie call to action, en fait, de base, et on en voit encore assez fréquemment des call to action qui sont un peu trop engageants. Tu vois, sur ton call to action, Léopold, pour nous prévenir quelques minutes, je vais te montrer l'outil et comment il fonctionne. Direct, on se dit, attends, je vais avoir une démo complète de l'outil et tout, bon, il faut que je prévoie une demi-heure, 1 heure. Et le prospect, il dit, même si en fait ton email, il va l'intéresser, etc., il se dit, ouais, ok, du coup, là, le prochain step, c'est direct une démo. Alors qu'en disant, est-ce que c'est un sujet pour vous, est-ce que ça pourrait vous intéresser, etc., ils sont moins engagés, il va répondre beaucoup plus facilement, il aura plus tendance à répondre qu'un call to action qui va trop engager le prospect. Et en fait, tu te sens un peu dire, ah ouais, donc là, j'arrive direct en démo produit, etc. Et ça, en fait, c'est vraiment, tu vas juste changer ta tournure, le raccourcir. Et c'est un sujet pour vous, est-ce que ça vous intéresse? Et tu auras beaucoup plus de personnes qui vont dire oui, ça m'intéresse, non, ça ne m'intéresse pas, etc. Ouais. Ok. Mais trop cool en tout cas, l'email. Ça se voit du coup que c'est travail, que tu connais bien ton marché et tout. Après, c'est sûr, c'est comme l'a dit Alexandre, le plus important, du coup, c'est vraiment justifier ton approche parce que la personne, elle n'aura même pas ouvert ton email qu'à voir la première phrase, etc. Donc, c'est pour ça, comme on le dit, on ne le répète jamais assez. Je me permets de revenir. Vous serez encore dans la boîte de réception qui va le voir et vous avez de grandes chances en plus qu'il n'ouvre pas, etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment réduire, simplifier, te dire moi, je ne suis pas dans cette industrie-là où je ne connais pas trop les bilans carbone. Est-ce qu'en lisant le mail, j'ai compris directement ce que vous faites et en quoi ça va m'aider? Et pareil, des call to action qui ne sont pas trop engageants, de ça m'intéresse, oui, non, on continue la relation, comme Alexandre le montrait, on passe sur la step 2 de la relation ou pas. Mais merci déjà pour aussi votre retour, parce qu'effectivement, je pense que j'ai 70% de mes prospects qui me répondent « c'est gentil, on est déjà équipé ». Et en fait, donc là, il a closé la conve et je ne savais pas vraiment comment le relancer là-dessus à chaque fois, surtout par mail. Ça, faut que tu l'anticipes du coup. Faut peut-être que si tu sais que la plupart du marché est équipé, faut que toi dans ton message d'avant, tu arrives à amener l'idée de qu'en gros ils font déjà des trucs sur le bilan carbone, mais du coup qu'il y a un problème sur comment ils le traitent aujourd'hui, quoi. Et toi, il faut que plus tu l'amènes tôt, mieux c'est, parce que si tu l'amènes après, bah t'as beaucoup de gens qui vont pas te répondre parce qu'ils sont déjà équipés. Toi, du coup, ça va te bloquer les interactions. Donc c'est pour ça, tu vois, dans les messages de prospection, faut aussi réussir à prévoir
quels pourraient être les freins qu'ils vont te mettre et comment tu peux anticiper ces freins pour qu'ils ne puissent pas utiliser ça comme excuse pour te bloquer, quoi. C'est pour ça que quand les gens vous mettent en avant qu'ils ne sont pas intéressés, il ne faut pas hésiter à essayer de creuser. Je comprends que vous ne soyez pas intéressé, etc. Et je ne veux pas pousser plus loin, mais juste, voilà, on est en phase de développement, etc. Qu'est-ce qui fait que ce truc-là, dans votre situation actuelle, ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui? Et en fonction des retours que te font les gens, toi, ça te permet de te nourrir sur les objections éventuelles et donc de comment tu vas pouvoir les anticiper dans le futur pour éviter que les prospects considèrent que ta solution n'est pas pertinente pour eux actuellement. Ouais, et tu peux même y aller au bluff, hein, s'il y en a beaucoup qui te répondent, on fait déjà des bilans carbone, on a déjà une solution en place et tout. Tu peux y aller au bluff en bonjour Léopoldine, j'ai vu passer votre bilan carbone 2023 ou 2024. Ça a dû mettre du temps pour le faire, etc. C'était notamment le cas de Gédéon et Amazon. Ils auraient dû par deux grâce à notre solution. Du coup, le temps qu'ils ont passé. Est-ce que ça voudrait montrer vous voulez que je vous montre comment on a fait pour eux, etc. Tu vois, tu peux même la jouer en bluff. Il y a des mecs qui vont dire ah non, j'ai jamais fait de bilan carbone, bon c'est pas grave, mais s'il y en a beaucoup qui l'ont fait, tu vois, tu peux le tester. Toujours pareil, un échantillon, je vais pas ce sera un gros marché parce que sinon tu peux te griller un peu, mais ça peut être des trucs qui sont sympas aussi à tester suivant les retours que tu as. Et là, juste là-dessus, sur quoi tu peux jouer, c'est que par exemple, peut-être sur des marchés comme ça, tu as beaucoup de trucs qui sont liés à la législation, tu vois, des nouveaux trucs qui débarquent sur le marché, tu vois, donc ça, tu peux aussi les utiliser pour relancer et pour contacter tes prospects, pour aller leur dire, tac, il y a ce truc-là qui vient de tomber, machin et machin, tu vois, ont des difficultés à se mettre en conformité ou autre, je sais pas quoi, tu vois. Et donc ça, en gros, quand tu as une grosse actu sur l'ensemble du secteur qui est lié au bilan carbone, ça peut être intéressant d'exploiter ça pour aller les pinguer et leur dire, OK, du coup, les attentes ont évolué là-dessus. Il va falloir du coup modifier ce qui est mis en place. Est-ce que vous avez déjà entamé une démarche, tu vois, pour être en cohérence avec cette nouvelle mouvance du coup, tu peux essayer aussi d'utiliser ça comme déclencheur pour amener ton approche au départ et du coup avoir quelque chose de plus facile si tu es dans une optique d'automatisation et que tu arrives à avoir des performances correctes en automatisant. Ok, merci beaucoup. À vous deux. Je t'en prie. Merci à toi Léopoldine, c'est pas évident de monter sur scène, donc trop cool et c'est trop super exercice en direct. Et donc, mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et tout du nouveau mail que tu as écrit, des retours que tu as avec Alexandre, on est toujours très, très preneur de ça. Yes. Hop, tchac, c'est bon, c'est enlevé. Alors, on va traiter les questions, sauf s'il y en a d'autres. Après, si vous galérez à venir sur ça, n'hésitez pas à partager votre message sur le chat et on pourra le checker comme ça. José dit qu'il est là. Oui. Moi, je ne vois pas José. José. Bien cliquer si vous voulez monter sur scène, José, je pourrais envoyer le lien. Alors, tchac. Donc, bon, en attendant que ça monte sur scène, je reprends les messages d'avant. Donc, je vais prendre le message de Jason. Jason, je ne sais pas comment on dit. Cliquer dessus là et faire afficher comme ça tout le monde le voit. Je peux faire afficher. Yes. Moi, je prends le message. Comment gérer vos prospections plus interlocuteurs dans le compte? Si vous producteur, rôle producteur, dans les studios de jeux vidéo, il peut y avoir 20 producteurs. Dans les studios, faut gérer vos social. Alors ça, du coup, il était sur de la vente complexe. De toute façon, la plupart du temps, si vous n'êtes pas sur des TPE, vous êtes sur de la vente complexe. Et dans tous les cas, aujourd'hui, vu que la prospection est plus difficile, il faut avoir une approche multicanal et aussi ce qu'on va appeler une approche multithreading. Donc, multithreading, c'est en gros, vous allez pouvoir lancer plusieurs discussion avec plusieurs interlocuteurs au sein de l'entreprise que vous souhaitez prospecter. Et donc là, faut pas forcément, tout le monde veut se focus sur les décisionnaires parce que c'est ceux qui vont in fine acheter, mais parfois c'est pas forcément le meilleur point d'entrée. Donc ça peut être intéressant quand vous faites de multithreading de réfléchir à qui peut être la personne que vous pouvez utiliser comme champion en interne et qui peut vous donner des infos pour remonter sur les décideurs, parce que si vous allez directement vers le décideur et que vous n'avez pas les bonnes infos, vous risquez de très vite être bloqué. Alors que si vous avez entamé les discussions avec l'équipe des décideurs en premier et vous venez ensuite vers le décideur avec ces infos-là, ça aura plus d'impact. Vous allez pouvoir lui dire, tiens, j'ai échangé avec Flavien qui m'a partager vos enjeux sur XYZ, est-ce que vous aviez mis en place sur machin, j'ai commencé à lui présenter XYZ, etc. Je pense que ça pourrait avoir du sens de vous mettre dans la boucle parce qu'il m'a dit que blablabla, je sais pas quoi. Est-ce que c'est OK pour vous si je vous partage ce truc-là pour que vous puissiez avoir les infos? Donc ça vous permet aussi de voir quelles sont les dynamiques entre les interlocuteurs. Et donc de regarder qui vous devez engager pour avoir plus de probabilité de réussir à avoir un succès avec votre contact principal. Donc c'est une bonne manière de le faire. Par contre, il ne faut pas envoyer le même message à tout le monde. Il faut vraiment jouer sur le truc. Tiens, si Flavien m'a contacté
Enfin, si je contacte Flavien et qu'il m'a pas répondu, bah, si je contacte une autre personne de son équipe, je vais jouer sur le truc: «Eh machin, j'ai contacté Flavien la semaine dernière, mais mais je me suis dit que ça pouvait peut-être avoir plus de sens, de te partager, tel truc, dans un premier temps». Donc en fait, là, je vais rebondir sur le fait de je sais que tu es peut-être au courant que j'ai déjà contacté Flavien et donc je vais pas vous envoyer le même message, et je vais assumer le fait que, bah, je contacte plusieurs personnes au sein de ce compte-là. Ouais. Donc faut le faire de manière subtile pour pas envoyer le même truc à tout le monde en même temps et du coup que ça vous grille des opportunités parce que, ils vont avoir le sentiment que vous les avez spammés avec le même message, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, et en plus, ça rassure. Il a l'impression que tu es déjà une entreprise qui est connue. Moi, par exemple, quand j'utilise beaucoup en call, c'est salut Alexandre, je sais pas si vous me remettez. Lui à dire bien sûr que non, il te remet pas. Et tu dis, ben, j'ai échangé avec X de votre société. Bon, il faut que la société soit un peu grande. S'il y a 3 personnes, c'est cramé. Et du coup, les prospects, au bout de 6 mois, même au bout de 2 semaines, on ne se rappelle plus avec qui on a échangé. Donc, t'es bien qu'au bout de 6 mois, on ne se rappelle pas. Et la personne dit, ah bon, ben ok, c'est quelqu'un qui est connu ou qu'il y a des trucs intéressants. Et c'est exactement pareil en disant ça. Si tu dis, j'ai contacté Flavien, mais je pense que c'est plutôt vous la personne la plus appropriée, ils vont dire, ah ben ça veut dire que Flavien a dû lui dire que. En fait, il va s'imaginer des trucs alors que rien du tout. Et de suite, vous changez du coup d'approche et vous passez de inconnu à prospect ou solution intéressante au jeu de votre prospect. Et donc ça répond juste aussi à la question de Diane, parce que du coup, elle est un peu liée aussi à ce truc-là avec la partie décisionnaire et la partie prescripteur. Donc en gros, il faut contacter les deux si vous voyez que vous avez du mal à engager vos prospects et que ça répond pas autant que ce que vous pourriez. Yes. Alors, on a José qui est arrivé. On va faire monter sur scène. On va partager votre écran. Bonjour José. Bonjour. Hello. Hop. Alors, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Alors, hop, il y a votre écran. On va l'ajouter à la scène. Normalement, Ok. c'est bon. On le voit bien. Alors, ouais, faut bien rester sur la bonne page. Ouais, nickel. Ok, oui, c'est ça. Ouais. Alors, attends. Hop, ouais. Donc là, pareil, message, bah, même retour que sur Léopoldine. Là, tu as un message qui est un peu long. Donc attends, je peux pas vous contacter au nom, ok. Une entreprise spécialisée. Alors ça, quand tu dis au nom, c'est quelqu'un qui t'a mis en relation, quoi, ou bien c'est le nom de ta boîte? C'est le nom de ma boîte. Ok. Donc là, ouais, du coup, c'est pas forcément idéal. Donc, forte 20 ans d'expérience en France. Donc là, toi, déjà au début, c'est pas fou parce que toute ta première phrase, c'est auto-centré. Tu vois, tu montres pas au prospect pourquoi tu le contactes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'en fait ce message-là ne sort pas de nulle part. Donc là, tu donnes le sentiment au prospect que t'es passé dans sa rue, t'avais des flyers et t'as mis ça dans toutes les boîtes aux lettres. Donc ça donne un peu ce sentiment-là. Donc là, ton message déjà au départ est trop auto-centré, donc tu risques d'assez vite perdre le prospect parce qu'il va pas, il va pas voir quelle est la pertinence par rapport à sa situation, quoi. Là après t'enchaînes en plus avec nous avons le plaisir de collaborer avec etc. Mettre passer au service du groupe. Toi là t'as un truc qui est déjà trop long ou c'est trop c'est trop auto-centré, c'est trop long par rapport aux idées que tu veux amener. Et du coup, ça, je pense, dès la première phrase, tu risques déjà de perdre ton prospect parce qu'il va voir qu'en fait, c'est un message de prospection qui n'est pas forcément personnalisé pour lui et du coup, qui n'a pas forcément d'intérêt dans sa situation. Un échange vous permettrait d'exploiter, ok. Donc là, pareil, toi, tu as les tours de phrases aussi qui sont trop longues. Donc, c'est pour ça que ton message global est assez lourd à lire. Et toi, là tu as un peu tous les red flags dans ton message. C'est totalement auto-centré. À la fin, tu lui dis tiens, si c'est pas toi en charge de ces sujets, est-ce que tu peux mettre en lien avec la bonne personne? Là, c'est pas bon non plus, parce que ça sous-entend qu'en fait, tu n'as pas fait vraiment tes recherches. Alors qu'en temps normal, quand tu fais ça, tu vas lui dire tiens, si c'est pas toi, est-ce que Flavien sera un meilleur point de contact sur le sujet, donc en fait, tu vas essayer de mâcher un peu le travail de ton prospect. Et ça, dans un premier temps, ça n'a pas forcément d'aller pousser, ça n'a pas forcément de sens d'aller pousser cette phrase-là. Ça, c'est plus un truc que tu pourrais caler dans une relance si tu vois que tu n'as pas eu de retour à ton premier message, quoi. Si par exemple, tu lui as envoyé 2 messages et qu'il n'y a pas eu de retour, là, tu pourrais, tiens, machin, il me semble que Flavien travaille peut-être aussi sur ces sujets. Est-ce que dans un premier temps, ça pourrait être un meilleur point de contact, possible de le contacter de votre part directement, ou bien c'est pas le bon interlocuteur. Tu vois, donc ça, ce serait un truc que tu pourrais envoyer en message 2 ou 3 si tu vois que tu n'as pas eu de retour à ton premier message. Mais ça n'a pas forcément d'intérêt de le mettre directement au départ, parce que du coup, ça alourdit ton message. Il y a trop d'options, parce que là, tu lui dis ou tu fais un meeting avec moi, ou bien tu me proposes quelqu'un. Donc toi, tu vas diluer
les actions que tu vas demander à ton prospect parce qu'il y a trop d'options, quoi. Plus tu proposes d'options, plus ça va diluer le choix de ton prospect, enfin plutôt la capacité à choisir de ton prospect. Donc nous, on veut avoir un message égale une seule possibilité, c'est-à-dire je te propose un seul truc, quoi, une seule question. Clairement. Ok. Et tu vois, si on prend ton email, José, j'ai l'impression que du coup, tu aides des entreprises à développer leur activité en Afrique. Donc là, en fait, si toi, ta liste, tu sais que c'est des entreprises qui développent leur activité en Afrique. Bonjour, du coup, José. J'ai vu que vous développez, vous avez une filiale en Afrique, vous développez pas mal vos activités en Afrique. D'expérience, c'est que c'est un sacré challenge, etc. Tu marques pourquoi c'est un challenge très rapidement. On aide, nous, XYZ, du coup, à se développer au Gabon et en Tunisie. Ils ont notamment réussi à faire ça. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre comment ils ont réussi à faire ou dans quoi on les a accompagnés? Sur quelque chose de vraiment très simple comme ça qui va te permettre, toi, de dire j'ai vu que vous vous développez, on sait que c'est compliqué, on a permis à X de faire ça, est-ce que ça t'intéresse, tu vois? Ok. Ok. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, José, du coup, d'être monté sur scène. Et pareil, du coup, on te laisse avec les petits tips qu'on t'a donnés, retravailler ton message. N'hésite pas à nous envoyer un petit message sur LinkedIn, du nouveau message, du nouveau mail que tu as fait. Avec plaisir pour continuer à te lire et poursuivre tout ça. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à Bonne journée à toi. vous. Je prends les autres petites questions qu'on avait sur le chat. Donc, comment faire qu'on a réussi à engager. Donc là, ça c'est plus dans une optique, c'est plus un enjeu, on va dire, de setting. Ou dans ces cas-là, si tu as eu un retour, mais que le prospect a arrêté de te répondre, alors déjà, ça peut arriver assez souvent quand vous faites des conversations assez longues sur LinkedIn, d'où le fait de pouvoir rapidement caler une next step avec votre prospect pour pas le perdre. Donc là, vous pouvez simplement envoyer des petites relances au début. Du type voilà, tiens voilà je viens simplement faire remonter le message pour qu'on puisse avancer, quoi. Et en fait, si au bout de 2-3 messages il y a toujours pas d'intérêt, là faut pas hésiter aussi à jouer avec des mécaniques de ok bon j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à avancer ou quoi, en tout cas que c'est pas pertinent pour le moment, hésite pas à revenir vers moi quand ça devient un sujet, etc. Donc faut pas hésiter aussi à certains moments à lâcher pour leur dire ok je vais pas vous courir après toute la journée, si je vois que ça n'a pas d'intérêt je vais pas pousser. Et dans ce cas-là aussi ça peut avoir du sens aussi comme c'est indiqué ici, de miser sur d'autres canaux. Donc ça peut être email, ça peut être téléphone, ça peut être un SMS, du WhatsApp, un petit truc pour dire tiens je te ping ici parce que j'ai l'impression que sur email c'est un peu difficile parce que tous les prospects fonctionnent de manière différente. Donc si vous avez eu un go un peu d'un prospect, faut pas hésiter à essayer d'aller sur d'autres canaux et à pousser un petit peu plus loin pour concrétiser l'interaction. On a Alicia qui voulait monter sur scène pour nous partager son email. Donc, on va la faire venir. Bonjour Alicia. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Hop, si, on m'entend bien? Allô? Ouais, super. Super, salut. Trop bien. Mais on vous laisse du coup partager pareil, votre écran pour nous montrer l'email que vous voulez qu'on analyse. Ouais, c'est tout bon. Je vais te partager. Hop. Allez, on l'ajoute à la scène. Nickel. C'est bon. Alors, test A, test B, ok. Moi, j'ai un message plus court que les autres. Donc, ok. Budget pendant charge, ok. Donc, toi, tu as un élément de contexte au départ qui peut être intéressant. Même s'il est peut-être un petit peu générique. Donc, chez Mathieu, on conçoit les accompagnements, ok. Maintenant, Tony, pour vous aider à grandir, ok. Vous accompagnez des formations sur mesure, ok. Donc, ton test A, il serait peut-être plus pertinent parce que toi, tu joues sur de la social proof et donc, du coup, ça te permet d'avoir une meilleure dimension par rapport à l'autre, tu vois, où en fait, tu vas juste parler d'experts métiers, mais ok, mais est-ce que c'est des experts métiers random, tu vois, qui n'ont pas un gros background derrière eux, quoi. Alors que dans le premier, tu vois, tu dis ok, c'est pas n'importe quel expert métier, c'est des gens qui sont passés par Amazon, Doctolib, Meta, machin. Donc toi ça rejoint le conseil sur Léopoldine. Où en fait Léopoldine elle avait du mal à retranscrire ça avec, tu vois, des mots tangibles, quoi. Donc elle allait se cacher derrière des superlatifs. Toi dans ton cas c'est pas le cas sur le test A. Là tu vois, Léopoldine, elle aurait fait plutôt le test B, tu vois, alors qu'il faut plutôt partir sur le test A, quoi. Toi, qui va donner, quand tu parles d'expert métier, ok, du coup, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, voilà, des gens Amazon, machin, etc. Et donc là, qui vont aider beaucoup plus ton prospect à imaginer ce que tu veux dire par expert métier. Et du coup,
à engager plus facilement s'ils voient que ça a une plus-value importante pour eux, quoi. Après, le pépin que tu as, c'est du coup, c'est sur la partie prise de rendez-vous, où du coup, ça va être assez pushy, parce que ça va te bloquer les interactions. Donc, le test B serait plus pertinent. Mais là, il te manque un peu un truc, tu vois, sur la partie problème, c'est que tu arrives et tu dis, ouais, en gros, on fait des accompagnements un petit peu sur tout et rien. On a des boss dans le truc. Et toi, du coup, ça donne un sentiment d'approche assez générique. Toi, ça pourrait avoir du sens d'essayer de le relier à toi, par exemple. Là, la personne, l'entreprise est affiliée à convention collective. Donc ça, c'est un indice, toi, qui te permet de voir, ok, est-ce qu'ils sont pertinents. Donc c'est plus un signal, tu vois. Mais tu pourrais essayer de le relier peut-être à un autre truc, donc un vrai déclencheur, qui pourrait être simplement à quel moment ils veulent entamer, tu vois, des process de formation. Donc éventuellement, si par exemple la personne a débarqué au sein d'entreprise il y a 3 mois ou toi il y a 2 mois, peut-être que toi ça peut être un signal de tiens, comment ça se passe votre onboarding chez machin. Je ne sais pas si vous avez pu vous pencher sur la partie formation, etc. Mais pour info, vous avez des budgets qui sont dédiés à ça via la partie convention collective. Et après, tu peux essayer de relier ça à des trucs supplémentaires tiens, je vois que dans l'équipe commerciale, vous avez une grosse croissance, etc. Mais notamment avec des profils juniors, machin, je ne sais pas quoi. Peut-être que ça pourrait avoir du sens. Que je montre ce qu'on déploie avec Expert Sales qui est passé par Amazon ou bien qui est passé par Meta pour pouvoir structurer les équipes là-dessus. Est-ce que c'est une piste que vous voulez creuser ou bien pas pertinent à ce stade? Ouais. Et toi, Ok, ouais. Et c'est vrai que je pense en que gros, combiner le truc recrutement plus convention collective, en fait, c'est assez intéressant, ou croissance des équipes. Tu vois, tu commences sur cette zone-là, j'ai que, enfin, formule le mieux que ça, mais que vos équipes il y a beaucoup grandissent derrière moi, ou qu'il y a pas mal de recrutement. Avec votre cohésion collective de la Syntec, vous avez un budget prévu à la formation. Ça tombe bien, du coup, tu fais la corrélation entre le recrutement et le budget qu'ils ont. Nous, on propose ces formations-là. Est-ce que ça aurait du sens, du coup, qu'on en parle pour vos nouveaux collaborateurs ou ceux qui sont déjà en place, tu vois? Et en gros, le mec, toi, ok, on a vu que je recrutais et que j'avais un budget pour la Syntec, elle propose des formations pertinentes. Donc, si les mecs qui sont intéressés, tu vois, as un peu la corrélation entre les deux. Et toi, ça Ouais, rejoint ce ok. que je disais tout à l'heure. Là, en fait, tu cibles ton TAM, donc toi, le Total Addressable Market. Donc, tu as toutes les boîtes qui pourraient correspondre à ce que tu peux leur proposer. Mais là, il te manque un peu la notion de timing. C'est-à-dire, tu vois, le truc de, OK, ça, in fine, c'est les boîtes avec qui je vais pouvoir travailler. Maintenant, à quel moment ils vont être enclins, tu vois, à vouloir s'engager sur un truc de formation. Et donc là, tu pourrais, toi, diviser ça par secteur pour essayer de repérer, tiens, souvent, le problème récurrent, ça va être, je sais pas, par exemple, des trucs d'IA, tu vois. Si tu sens qu'ils ont peut-être une démarche d'IA ou que ça commence à être un sujet pour eux parce que tu as repéré ça de l'extérieur, tu vois, par exemple, par des offres d'emploi, des trucs comme ça, etc. Là, tu pourrais jouer là-dessus et essayer de connecter les points pour leur dire, tiens, bim, voilà, du coup, pourquoi ça pourrait être pertinent. Et au passage, en plus, vous avez un budget dédié à ça, donc on est complètement en lien, finançable avec vos budgets liés à ces sujets, quoi. Donc toi, c'est peut-être ça qui te manque, c'est que là, tu as un message en fait qui peut matcher entre guillemets avec tous tes prospects, mais justement s'il match avec tous tes prospects, c'est qu'il n'est pas assez précis et il faudrait le décliner par situation ou par cible pour que tu puisses garder un peu la même base, mais en amenant plus de pertinence pour chaque audience, quoi. Donc ça, tu peux le conserver à la limite si tu es dans une optique, tu vois, énorme marché, il y a plein de mecs que je peux aller taper, et on a des taux de réponse qui sont pas forcément horribles, donc ça peut être suffisant pour avancer avec ça. Mais si par contre tu vois que c'est pas suffisant, tu vas être obligé de faire plus d'efforts et donc de faire, tu vois, plus de déclinaisons de campagne pour leur montrer que chez Matcher, oui, tu peux accompagner sur plein de trucs, mais que eux, dans leur cas, ce qui va les intéresser, ça va être plutôt la brique RH ou bien plutôt la brique commerce parce que tu as pu repérer un élément chez eux. Et à la limite, dans tes messages de relance, là, tu peux leur dire, je voulais pas mentionner, mais on accompagne aussi sur d'autres scopes, le commerce digital, l'IA. Je ne sais pas si ça pourrait avoir du sens aussi pour d'autres équipes. Je vous dis ça parce que j'ai vu truc numéro 2, donc toi, déclencheur numéro 2, quoi. N'hésitez pas à m'indiquer, machin, bla, si ça pourrait avoir de l'intérêt pour des équipes. Et donc, du coup, ça te permet comme ça de couvrir un peu tous les scopes. Mais là, je pense que tu as un petit travail à faire sur comment on peut exploiter toutes les informations qu'on a sur nos prospects pour essayer de relier ça à des situations plus tangibles chez eux qui leur montrent que je les contacte pas uniquement parce qu'ils sont dans la convention collective, je les contacte parce que derrière, vous avez la convention collective, mais derrière, il y a aussi cet aspect qui est lié à votre situation que j'ai pu repérer et donc qui me montre qu'il peut y avoir une connexion entre ce qu'on peut proposer et les priorités actuelles du prospect.
Ok, ouais, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on fait du volume, entre guillemets, donc on personnalise moins. Donc finalement, le Mhm. message, là, ça se ressent dedans. Ok, donc du coup, vous préconisez de faire moins de volume, entre guillemets, Euh, mais de plus Bah, segmenté, quoi. ouais, tu peux pas faire forcément. En du gros, volume, c'est fonctionné par tiers, mais quoi. Tiers le 3, segmenté, voilà. hmm, Tu vois, qui en fait, fonctionne par tiers. tu peux prendre tout le marché que tu veux adresser, mais il faudrait que tu le découpes avec, OK, ça c'est le bucket 1, bucket 2, bucket 3, bucket 4, bucket 5. Bon, peut-être qu'à la fin, ça te fait 500 prospects, mais au lieu de les cibler avec le même message, bah, en fait, tu les auras subdivisés pour avoir une approche qui soit plus qualitative. Et ça, encore une fois, c'est une question d'arbitrage, hein. C'est à toi de voir, est-ce que par rapport à tes objectifs sales aujourd'hui, tu peux te permettre d'avoir une approche générique comme ça et atteindre tes objets, ou bien finalement, les taux de réponse que tu as sont pas assez bons et du coup, ça va créer des problèmes plus tard parce que quand tu auras arrosé tout le marché avec ça, tu n'auras pas suffisamment de nouvelles boîtes à contacter pour renouveler ton audience. Et donc là, dans ce cas-là, tu sais que ce ne sera pas une stratégie viable sur le long terme. Donc, ça peut avoir du sens, du coup, tu vois, d'aller sur un truc plus précis en amont. Mais toi, donc, dans les deux cas, les deux situations sont OK. C'est juste, toi, il faut réussir à regarder. Est-ce que tu peux te permettre d'avoir des messages génériques ou bien finalement ton marché ne te permet pas d'avoir ce luxe-là et tu risques de te griller trop d'opportunités et donc de pas atteindre tes quotas à cause de ça. Ouais. Ok, Et le plus simple à mettre en place, une stratégie comme ça, Alicia, pour l'avoir fait avec plusieurs entreprises, c'est qu'en gros, toi, tu fais ta taille de marché suivant les conventions collectives qui sont éligibles, etc. Tu as toutes les entreprises. Et ensuite, tu vas rediviser ces listes entre ces entreprises-là, de cette convention collective-là, qui sont en recrutement, qui sont en forte croissance, qui ont celle-là. Donc, ça, c'est mon tiers 1 parce que j'ai vraiment une LinkedIn dessus, etc. Tiers 2, ils ont, du coup, elles ont cette convention collective-là et peut-être un autre truc intéressant. Et tiers 3, ils ont juste la convention collective. Donc, elles, je peux me permettre ce message-là. Mais par contre, j'ai les deux autres tiers où là, j'ai vraiment personnalisé parce que ils ont vraiment autre chose que la convention collective, d'autres facteurs qui me disent que c'est le bon moment de les contacter, quoi. ok, ok. Bah, super. Bah, franchement, merci beaucoup en tout cas. Ça m'a bien aidé. Alors, je t'en prie. Ben, avec plaisir. Merci à toi, Alicia, d'être montée sur scène. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Mais on va juste prendre sur une dernière question là. C'est vrai qu'il y avait pas mal de Clémence. Le gras des emojis dans le mail, on en pense quoi, Alexandre? Puis juste répondre à la question de Grégory juste avant. Attends, Ah, je vas-y, ouais. reprends la main. Voilà, je fouette le Flavien. C'est mon webinaire. Attends, merde, faut que j'arrive à bien le mettre. Oui, ça, si vous étiez pas à l'aise, parce que nous, on avait demandé en amont de nous envoyer les messages sur LinkedIn, mais peut-être que vous n'avez pas vu les posts. Donc, on avait la possibilité de les anonymiser. Si vous, là, c'était pas possible parce que c'était plutôt en live et tout, donc vous n'aviez pas le temps d'anonymiser. Vous pouvez les envoyer en privé. Enfin, en tout cas, à moi, à Flavien aussi, je pense. Et on pourra vous faire des retours en asynchrone, c'est pertinent pour vous. Donc, Ouais, reprenons la vraie avec question. plaisir. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec les emails jetables. Tout ce qui va être gras, emoji, etc. Si tu fais ton message vite fait, toi, si tu fais un message personnel vite fait à quelqu'un que tu connais, tu vas pas forcément lui mettre du gras partout, des emojis partout dans l'email, parce que ça donne le sentiment que c'est trop préparé, c'est trop propre, c'est trop soigné. Et donc ça va être des signaux qui vont faire penser à des emails d'email marketing ou de newsletter. Et donc moi j'aime pas trop utiliser ces mécaniques-là parce que ça va t'envoyer les mauvais indices sans même que le prospect ait besoin de lire le message. Quand il va l'ouvrir, s'il voit trop de mise en forme, ça peut donner le sentiment de ok, c'est un mail automatisé ou c'est un truc de spam envoyé à plein de gens et donc je vais même pas le lire parce que j'ai l'impression que c'est du spam. Alors qu'en réalité Ouais, peut-être que c'est pas du spam, tu vois, mais du coup on donne, enfin on habille le message comme si c'était du spam et donc du coup le prospect va plus facilement associer un message jetable. clairement. Parce que quand on envoie, reprendre l'exemple qui disait de l'objet, Alexandre, on envoie un email à son collègue, à part s'il y a vraiment un truc important qu'on met en gras, mais c'est assez rare. Et les emojis, on ne met pratiquement jamais d'emojis à son collègue, sauf si on veut lui faire une blague ou alors qu'on a vraiment du temps. Mais sinon, on ne le fait pas. Donc, vraiment, reprendre ce truc, j'envoie le message à mon collègue. Est-ce que je lui remettrai des des emojis? Oui, non. Mais si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas non plus dans mes campagnes de prospection pour que ça paraisse le plus naturel possible. Ça fait déjà 1h30 du coup qu'on est en live. On n'a pas battu le record la dernière fois, je crois, Alexandre. Je crois que la dernière fois, on avait fait 1h50. Bah, Comme ça. continuons. Allez, on va continuer. Mais en Faut tout cas, compléter le c'est score. trop cool d'avoir pu faire ce live, d'avoir eu des exemples live. Vous êtes très actifs. Il reste encore plus de 40 personnes. Il y en avait 100 au pic du webinar. Comme l'a dit Alexandre, n'hésitez pas, pour ceux qui voudraient avoir des retours, à nous envoyer sur les vidéos comme ça, des exemples de messages. On est toujours très friands du coup, de faire des retours, etc. C'est avec grand plaisir. Et puis merci beaucoup à toi, du coup, Alexandre, pour ce deuxième ou troisième Merci à toi webinaire pour qu'on lance l'invitation. maintenant. Ouais, bah peut-être qu'un autre encore pour l'année prochaine. Hein. Peut-être pas avec Faro, s'ils veulent plus. Mais, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des trucs avec toi.
Trop cool. Mais en tout cas, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas voilà, à nous envoyer des messages si vous voulez d'autres informations parce qu'on serait bien resté plus longtemps. Ouais. Mais Alexandre, il doit s'occuper de son jardin. Ouais, voilà, j'ai d'autres priorités. Merci à tous et bon après-midi à tout le monde. À plus tard.